Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci surtout d'être là, très nombreux, à nous retrouver dans le cadre de ce programme qui consacre son entièreté à présenter et réparer les tristes réalités que vivent certaines personnes sous l'indifférence de la société collective. Regard social se veut donc être la vitrine qui présente, mais en étale, tout ce que certaines personnes éprouvent en elles. Et d'ailleurs, nous en profitons au travers d'une chaîne humaine pour leur tendre la perche, pour leur venir en aide. Et c'est une histoire de tous et de chacun. Une fois encore, bonsoir et bienvenue à l'émission. Cette édition braque ses projecteurs sur un couple, des jeunes qui ont décidé braver des kilomètres pour aller chercher de meilleures conditions de vie au-delà, bien sûr, de nos frontières. Sauf que sur leur chemin, ces jeunes se verront fauchés par une tristesse, celle qui va finir par défigurer, que dis-je, qui va carrément handicaper une jeune fille d'à peine la vingtaine. Et elle est présente sur ce plateau pour nous raconter son histoire et la vivre à ses côtés. Mais avant, au travers de cet élément, je vous invite à prendre plus ample connaissance et on revient dans pas très longtemps pour bien sûr en parler avec les experts. À tout à l'heure. Le secteur informel est l'un des maillons importants du tissu économique du Cameroun. Plus de la majorité des jeunes y sont investis sans leur propre vouloir. Douala, capitale des affaires et du business, est le lieu par excellence où l'on peut observer cette situation. Devenue surpeuplée, la ville n'offre plus assez de possibilités à ses citadins, d'où l'urgence pour certains de braver des kilomètres au-delà des frontières pour de meilleures conditions de vie. Le cas d'espèce est celui de Mirabelle Blanche et Bernandi, un jeune couple qui a quitté le berceau de nos ancêtres pour se retrouver en Guinée équatoriale. Située sur la côte ouest de l'Afrique centrale, la Guinée équatoriale comprend à la fois une région continentale et des régions insulaires, couvrant une superficie de 11 000 m². En effet, c'est en 1968 que la Guinée équatoriale accède à l'indépendance, après 190 ans de domination espagnole. Aujourd'hui, la Guinée équatoriale est le seul pays d'Afrique où l'espagnol est la langue officielle. Environ 67,6% de la population peut le parler. L'espagnol est la langue utilisée pour l'administration publique et l'éducation. Sauf que ce couple va trouver malheur dans leur vie. Mon nom c'est Njibena. Je réside en Guinée, ça fait depuis 8 ans aujourd'hui. Je ne réside pas là-bas comme un bandit, mais je réside là-bas comme quelqu'un que je suis quitté. Je vis là-bas étant régulièrement. J'ai une activité que je fais ça en Guinée équatoriale. Voilà, je fais dans le garage. C'est mon activité là-bas. Bon, je suis taulier peintre. Je suis là-bas, je suis taulier peintre. Je m'appelle Moua Mirabelle Blanche. Je vis en Guinée équatoriale. J'ai eu un accident au lieu de mon travail avec ma collègue. Le problème était que un jour, elle m'a parlé de son voyage, qu'elle devait venir ici au Cameroun passer la fête de Dexam. Et elle nous a dit ça. Et j'ai dit ça à l'un de ses amis. Et le lendemain matin au travail, elle était en train de travailler. Elle était de son côté, elle est venue m'attaquer avec la bagarre, me gifler et commencer. C'est donc commencé le problème, on a bagarré. Et je suis rentrée à la maison, j'ai parlé de ça à mon mari. Et mon mari est parti voir la fille, et retrouver le mari de la fille, ils ont arrangé le problème. Mais en croyant que le problème était fini, mais la fille disait toujours que je dois voir.
Il doit voir. Et une semaine plus tard, et je ne savais pas, moi, il me disait que le boulot était fini. Et je suis rentrée du travail jeudi en décembre 2019. C'était en 2019, le 11 décembre 2019. Et il partait pour puiser mon eau. Je suis rentrée au travail, constaté qu'il n'y avait pas d'eau à la maison. Il partait pour puiser mon eau. Dès qu'elle m'a vue, d'où il puisait l'eau, c'était pas loin d'où la fille habitait. Dès qu'elle m'a vue, c'est d'où elle a posé la poêle au feu, elle a mis l'huile, elle a chauffé, elle est venue verser sur moi. Elle a versé sur moi comme ça, elle a dit que, elle m'avait dit qu'elle devait me montrer et je veux voir. C'est à l'aise que si j'ai même les millions où je veux bien dépenser ça sur moi. Et depuis le moment là, vraiment je dis, ça ne va pas. Bon, du coup, ce problème arrivé comme ça, je ne connais pas le début, je ne connais pas le fin. Mais je sais dans la vie que quand tu vis avec une femme dans la maison, tu dois vivre autant de tout, autant de problèmes, autant de tout. Je ne pouvais pas abandonner cette femme parce que j'ai aussi les petites sœurs, que mes petites sœurs sont derrière moi. J'ai réfléchi aussi que si c'est ma petite sœur aussi qui est avec un homme, ce genre d'incident passe, il les abandonne, ça va présenter quoi? Bon, directement que cette affaire est produite, il travaille, il faisait deux travaux. Bon, à chaque temps quand il rentrait, il me parlait de la fille là. Il me parlait que la fille là allait attaquer souvent au travail. Je lui dis que vous êtes en aventure. Bon, vraiment, je ne sais pas de ce que vous êtes là pour cotiser que chacun va chercher son bout de pain là-bas. Voilà. Bon, cette fille qu'il a versé l'huile avec elle, on appelle son nom Nadège, que je connais. Son nom qu'on appelle là-bas, s'appelle Nadège. Bon, c'est son collègue de travail. Il a aussi son gars au quartier, que nous sommes à peu près dans le même quartier. Ils sont retrouvés aussi dans le lieu de travail. Bon, maintenant, à cause d'une discussion, je ne sais pas, ou des voyages, ou des machines, la fille, il est venu lui attaquer au travail. Ça arrivé au point que les deux ont bagarré. Bon, quand ils ont rentré au quartier, moi, actuellement, avec le gars de la fille, on appelle le nom de gars de la fille Valais. C'est un Camerounais, on appelle Valais. C'est le gars de la fille en question. Il réside à Montgomery, il fait dans le tomate. Bon, le gars, il m'a dit chacun n'a qu'à gérer sa femme parce que quand ils ont bagarré comme ça, la madame, il a tombé, il avait un déboîtement dans la main. Maintenant, quand je suis rentré à la maison, il a dit que je n'aime pas les bagarres comme ça, comme ça. Bon, le gars, il a dit que chacun n'a qu'à gérer sa femme. C'est comme ça que je les porte, je n'ai pas avec elle à l'hôpital. La fille avait eu une petite cicatrice ici. Mais toujours, il disait qu'il va montrer à ma femme de ce qu'il est capable de faire. Moi aussi, je suis allé aussi voir aussi le président des Camerounais. J'ai un peu essayé de lui parler. Le président des Camerounais de Montgomery, son nom c'est René. J'ai essayé un peu de lui parler. René me dit ceci, que la fille ne peut rien faire. Voilà là où je me suis calmé. Une semaine plus tard, ma femme rentre au travail. Il a constaté qu'il n'y a pas l'eau, que je veux rentrer au boulot me laver. Lui, il est allé pour aller puiser l'eau. D'où il vit. D'où la fille n'est pas loin de là où on pise l'eau, ça se retrouve. Directement, quand il voit la fille venir pour venir piser ma femme vient pour venir piser son eau, il a mis l'huile au poêle. Comme il est venu aussi pour piser l'eau, il y avait beaucoup de gens qui étaient là-bas, ils attendaient. C'est là où la fille, il a fait l'occasion que l'huile chauffe à 3e degré. L'huile chauffe à 3e degré, il porte cette huile, il vient de laver avec, il calculait même que ça fasse. C'est Dieu seulement qui a aidé. Que vraiment, que vous voyez même qu'il est comme il est là, c'est Dieu seulement qui a aidé. Directement que le incident est passé, j'étais au garage, j'étais avec l'un de mes clients. Voilà comment on m'appelle, on a dit que voilà ta femme, c'est grave, c'est grave, c'est grave. Tout comme Mirabel Blanche, son agresseur est de nationalité camerounaise également. Parti en aventure pour chercher la vie. Victime d'une brûlure au second degré, Mirabel Blanche et son conjoint vont quitter la Guinée équatoriale pour le Cameroun afin d'avoir une meilleure prise en charge. Le couple sera littéralement ruiné jusqu'au dernier sou. Quand on est arrivé maintenant en Bingo, on a essayé un peu, tout, seulement l'argent, tout mon compte, tout. Et on m'a amené dans une clinique là-bas, en Guinée. Et le lendemain, on a constaté que ça n'allait pas. Ma tête était gonflée, l'œil, tout. J'avais gonflé.
C'est donc on m'a amené ici au Cameroun, à Kiossi, hôpital et 3 Nations. C'est là-bas que j'ai fait au moins 2 mois là-bas. C'était comme ça. Et ça allait, c'était en train d'aller un peu, mais c'était au niveau de mon cou. Au niveau de mon cou, c'est que ça n'allait pas. On m'a amené en bingo. Tout. Jusque-là, il n'y avait pas de solution. On a tout fait jusqu'à aujourd'hui. L'incident produit, Bernard, à la recherche d'une solution qui arrangerait les deux camps, va se retourner vers le président de la communauté camerounaise en présentant les faits. Voilà, soi-disant le président des Camerounais de Mongomo. Je suis allé les voir. Je lui ai dit que voilà un incident, bon, les autres présidents des Camerounais qui sont à Mongoméenne, ils étaient que, parce que je ne sais pas où c'est les criminels ou c'est les bandes de criminels qui sont réfugiés ici au Cameroun pour aller vivre en Guinée équatoriale, parce que je ne vois pas qu'une personne qui est sensible dans la vie, qui voit, qui regarde, que vraiment voilà un aimant comme ça, mais on regarde des aimants, les Camerounais regardent les autres en étranger, on dirait ce sont les je ne sais pas, ce sont même peut-être les viandes qu'on brûle. Pour sa part, Bernard dit, estimant que son problème ne connaîtra pas une fin en sa faveur, va porter l'affaire en justice. Le président des Camerounais, il m'a dit, avec celui de Mongomo, c'est les 2 présidents-là que je parle au monde, que le monde entier écoute. Les 2 présidents-là, Jean-Jules Ndiape, c'est le président des Camerounais de Mongomo. René, c'est le président des Camerounais de Mongoméenne. C'est les 2 avec leur bureau qui ont tissé. Ils sont venus maintenant voir le juge en disant ce sont leurs 2 enfants qui ont bagarré. Ils ont cherché à appeler le consul au soir disant, je ne sais pas, qu'ils sont venus pour venir plaider qu'on peut accorder une liberté provisoire pour la fille. Ce n'était pas que le problème est fini. Maintenant, quand les 2 présidents sont revenus, ils sont venus parler ce qu'ils ont parlé. Voilà comment ils ont convoqué des juges en disant que c'est l'ambassadeur, qu'il faut qu'on donne une liberté provisoire pour la fille. Les accords étaient signés. Que la fille ne va pas quitter de Mongoméenne à une autre ville. Mais Jean-Jules Ndiape, comme je vous parle comme ça, le président des Camerounais de Mongomo, c'est lui maintenant, parce qu'il y a souvent les deuils qui passent à Mongomo. Quand un Camerounais décide, on amène son corps ici au Cameroun. Il a passé la fille dans un cortège de deuil. Quand ils sont partis chez le juge, on m'avait appelé. Mais le respect qui est sorti, ce respect est sorti à cause du comité, parce qu'ils ont parlé du nom de consulat, le nom d'ambassadeur. Parce que quand tu ne respectes pas, on va dire que tu es un Camerounais, que tu es rebelle dans un pays à l'autre. Bon, ils m'ont emballé pour le côté là. Parce que quand le consul, l'ambassadeur sont dehors, ce sont eux qui sont comme notre président qui est là. S'il parle, tu ne peux pas dire un autre mot. Bon, j'ai pensé, je croyais que bon, tout ce qu'eux parlaient, c'était la vérité, que bon, on va gérer. Ils ont dit qu'envoyer la fille en prison, ce n'est pas ça. Que je veux qu'on fait guérir ma femme. Non, je dis que oui, c'est ça. Bon, maintenant, c'était une façon maintenant qu'ils voulaient m'emballer pour faire voyager la fille au Cameroun dans le cortège de deuil. Il y avait un Camerounais qui était décédé à Mongomo. Jean-Jules Ndiape, il y est mis dans un cortège de deuil. Il est venu ici au Cameroun et commence à chanter des chansons en Guinée équatoriale. Je ne sais pas si c'est un criminel ou je ne sais pas si c'est un aimant normalement. Maintenant, après 6 mois, après 1 an, quand je fais maintenant entrer madame vers Andixam, je lui ai fait encore entrer en Guinée, en croyant qu'il peut supporter le soleil de la Guinée. Ça m'a dépassé, je l'ai envoyé au consul à Bata, dans le plein confinement. Je l'ai envoyé au consulat à Bata. Quand il est envoyé au consulat à Bata, il est allé le consul lui recevoir. Quand le consul prend le téléphone, il appelle Jean-Jules Ndiape, je ne sais pas, c'est un ancien criminel. Ici au cas, parce que je ne crois pas que quelqu'un qui raisonne, il peut venir supporter ce genre de l'acte. Maintenant, quand le consul prend son téléphone, il appelle Jean-Jules Ndiape. Jean-Jules Ndiape dit qu'il n'est au courant de rien.
Abandonnant leurs activités, le couple va revenir au pays, chercher le réconfort auprès des leurs. Et c'est la grande sœur à Bernard qui leur offre l'hospitalité dans sa humble demeure de fortune. Le quotidien de Bernard est parsemé d'inquiétudes et pleurs lorsqu'il n'est pas occupé par les chantiers. La cessation de son activité en Guinée équatoriale l'a plongé dans les problèmes avec ses clients dont il a abandonné les travaux. Bon, je ne peux pas parler côté de mon garage là-bas parce que la prison, c'était dans mes mains comme ça, abandonner les voitures des gens que tu as pris et garder à terre. La prison était dans mes mains comme ça là. Quand je retourne en 6 mois, il y avait toujours la pression. En 6 mois, le garage n'était pas payé. En 6 mois, tu ne peux pas venir prendre le terrain de quelqu'un que tu fais le garage avec. En 6 mois, tu peux un peu imaginer le manque à gagner et tout le consort. Tu ouvres quelque chose que tu payes les taxes avec le gouvernement et tout le consort. Tu ne comptes pas. En 6 mois, même si tu as la maison de l'argent ici au Cameroun, ça ne va pas finir. Ça va finir. Quand je suis ici au Cameroun, là où vous me voyez assis là, c'est là où je me suis serré là-bas avec ma grande sœur. Oui, parce que quand moi je viens au Cameroun comme ça, là, j'arrive ici comme ça, là où vous me voyez assis là, ça c'est chez ma grande sœur, c'est là-bas qu'on essaie un peu de résider. Voilà, bon, souvent je pars moi un peu dans des chantiers et tout le consort. Bon, j'ai fait un peu des trucs de chantier, voilà. J'ai ramassé un peu mes ferrailles et tout ça là, pour qu'ils puissent plus d'abord manger d'abord, parce que c'est sa santé d'abord que quand je suis ici au Cameroun, je suis vraiment pour ça. Bon, il faut maintenant que sa santé ne va pas, je ne vois pas ce que retourner encore en Guinée vite pour aller faire, laisser quelqu'un mourir comme ça là, ça me dépasse. J'ai laissé encore les problèmes là-bas, les voitures des gens sont d'abord garées à terre. Pendant encore combien de mois que je suis là encore, voilà mes loyers que ça fait que monter là-bas. Bon, la priorité c'est que tu regardes la vie, parce que la vie, on n'achète pas la vie. Quelqu'un vit une seule fois dans le monde. Quelqu'un vit une seule fois dans le monde. Si tu le perds, tu ne peux plus jamais vivre. Et soigner les brûlures intérieures qui chauffent en elle. Abandonnée à l'âge de 2 ans, la jeune fille a su se battre. D'ailleurs, c'est ce qu'elle fait depuis qu'elle est vivante. Mirabelle Blanche a besoin de nous, de notre générosité, de notre regard social, de faveur. J'ai parlé ceci à ma maman. D'abord, elle m'a d'abord abandonné depuis à l'âge de 2 ans avec la sœur de mon père. Et jusque-là, même comme elle grandit, jusqu'à je suis arrivée en Guinée, même quand il travaille, je faisais mon tout effort pour l'envoyer quelque chose, pour la soutenir. Mais je suis surpris qu'en cas de mon accident, il a appelé, elle n'a même pas réagi. Elle m'a dit que ce n'est que le début. Que ce n'est que le début. Que ça n'a même pas encore commencé. Je suis vraiment dépassée, je ne sais pas quoi dire. Vraiment. Surtout pour mes pères, non que ngowaze non. Surtout que c'est vrai. On trouve ça belle pour cuisiner dans une situation réelle. C'est que toi. Ouais, je j'aime pas Susu. Mais tanto là que me a woman. Susu pour cuisiner, Jarbeya. Susu pour cuisiner. No was there. Yes, c'est Quang. Susu. Je vais arrêter là, que ça, c'est Susu, que ça. Pas ouais, tiens là. Pourquoi pas les voix un groupe
Gua apa ala tebe te ate kwa pa ala mara Guinée meeting yevi mara chene ya mara non pa ala vraiment déjà pas vrai susu porque wa susu porque wa po bepe porque que sigue porque ya no situation ya ci menti papa poi ci alla ci menti poi tu da me tu bello Mes frères, c'est dans le monde entier, comme vous me voyez là. J'ai été abandonné à l'âge de 2 ans, comme vous voyez là. Pendant que je suis grandi, je suis arrivée en Guinée pour chercher ma vie. J'ai trouvé le balai, un chemin, ou des chemins. Vraiment, s'il vous plaît, aidez-moi avec de secours, s'il vous plaît. Je me sens très mal, je ne dors même pas comme vous me voyez là. La vie est impossible, je ne dors pas, je ne peux pas supporter le soleil ni le feu. S'il vous plaît. Et pitié, aidez-moi, je vous supplie, tout le monde entier. Venez-moi en aide. En aide, s'il vous plaît. Vraiment, avec tout ce que ce n'est pas facile que l'homme va rester comme ça là. Depuis au premier jour, j'ai déjà pleuré jusqu'à les larmes sont faites. Pour moi, les larmes, ça coule dans le cœur. Pourquoi? Pour moi, les larmes là, ça coule dans le cœur. Quand je parle comme ça là, vraiment, depuis le premier jour, depuis en 3 ans aujourd'hui, j'ai pleuré jusqu'à les larmes sont séchées dans mes yeux. Bon, vraiment, quand quelqu'un est dépassé, quand tout pleure quelque chose jusqu'à tout reste comme ça, tout est dépassé. Pour moi, les larmes de l'homme, ça coule dans son cœur. Vraiment, j'ai pleuré. J'ai pleuré. Une fille qui était, quand ces photos, quand on voit la fille qu'il était avant, qu'on vienne de tuer comme ça là, un clin d'œil. J'ai pleuré jusqu'à... J'ai pleuré en 3 ans, ce n'est pas facile pour un homme. J'ai pleuré. Pour moi, les larmes, quand je parle maintenant, pour moi, les larmes coulent seulement dans le cœur. Parce que vraiment, placé, je ne sais même pas quoi dire. Je ne sais même pas ce que je veux dire et laisser quoi. Je ne sais même pas, c'est la Guinée que je veux tourner comme ça à pleurer, mais bien que je vais laisser là-bas. Les choses, les problèmes que je suis retourné trouver. Quand tu retournes, les enfants sont, les autres sont venus au garage, prenaient des travaux des gens, prendre l'argent et bouffer et partir. Toi, je suis dormi dans des cellules en Guinée quand je suis retourné. Je ne peux pas compter, ce n'est pas 1 fois, ce n'est pas 2 fois. Bon, même dans les cellules, je suis pleuré. Même malgré que je suis dans la situation, mais quand quelqu'un a besoin de sa voiture, il ne t'écoute pas. Vraiment, pour moi, des larmes là, ça coule que dans le cœur. Parce que c'est grave. Depuis 3 ans, j'ai déjà pleuré jusqu'à pour moi pour venir. J'ai déjà pleuré jusqu'à, je reste comme ça là que vraiment, ce que ça va arriver, il faut que ça arrive seulement. Avant que je revienne, ça c'est le dernier espoir que j'ai pensé. Il faut que j'arrive ici parce que la bouche qui ne parle pas, il va dormir sans manger. Parce que quand toi-même tu n'ouvres pas ta bouche pour dire que toi as des problèmes, quelqu'un ne peut pas savoir. Même malgré que la fille, elle est comme ça, là, s'il ne ouvre pas son corps, là, vous les voyez. Bon, vous pouvez les voir, marcher comme ça, vous pouvez penser qu'on lui est né comme ça. Mais s'il n'a pas ouvert ses habits, on voit ce que ça passe. Les habits, ça cache beaucoup de choses. C'est tout ce que je peux dire avec mes frères. Je ne peux plus augmenter une autre chose. Je ne sais plus de quoi dire. Je veux commencer maintenant à pleurer. Je veux pleurer jusqu'à quand? En 3 ans, ce que j'ai d'abord pleuré, ce qu'on m'a fait en Guinée. Même je suis en Guinée comme ça là maintenant, mon téléphone fait que sonner tout le temps. Avec les voitures des gens que c'est abandonné au garage là-bas. Mais la pureté, c'est sa vie. La pureté, c'est sa vie. Vraiment, ça me choque vraiment. Ça me choque. Je ne sais pas de quoi que je peux dire, mais tout ce que je demande, c'est vraiment que je demande l'aide, que vraiment, il faut que mes frères trouvent une solution. Une solution.
faut que mes frères trouvent vraiment une solution pour que la fille puisse gagner sa santé. Parce que même si je viens ici, là, c'est parce que la santé là ne va pas. Parce que si la santé là va, et ce que j'ai laissé tout entre les mains de dire, c'est que j'ai dit qu'il est comme ça, mais on n'a pas coupé mes bras. Que comme il a envie, mais quand je viens pleurer comme ça, c'est parce que sa santé ne va pas toujours. Si sa santé était même au moins même qu'il était bien, c'est que j'ai laissé. C'est que j'ai laissé Dieu prendre le reste en contrôle. Voilà bien sûr le récit de la vie, du moins de l'accident qu'a vécu Mirabel Blanche du côté de la Guinée équatoriale où elle réside, où d'ailleurs elle essaye de vivre de meilleures conditions que dans son pays. Les raisons pour lesquelles elle a quitté le pays sont énormes. Et c'était certainement pour essayer de pouvoir joindre les deux bouts qu'elle s'est rendue dans ce pays. Et sur ce plateau, nous accueillons d'ailleurs les véritables protagonistes de cette histoire. Il s'agit de Bernard Ndji, qui est le fiancé de Mirabel Blanche. Bonsoir Bernard et bienvenue sur le plateau de Regard Social. Oui, bonsoir monsieur, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir pu trouver le courage, de rassembler le courage. Vraiment, c'est Dieu, c'est Dieu. Mirabel Blanche, bonsoir et bienvenue sur le plateau de Regard Social. Bonsoir, bienvenue monsieur. Merci beaucoup d'avoir effectué le déplacement. Et puis, pour nous tenir la chandelle sur des questions de droit, Maître Tcheugue Louis Bernard, avocat au barreau du Cameroun, nous fait l'amitié et l'honneur d'être sur le plateau. Bonsoir, maître, et bienvenue. Bonsoir et joyeux Noël par anticipation aux millions de spectateurs, de téléspectateurs de Regard Social. Qu'ensemble, ce soir, nous allons parler et discuter des questions de droit relatives à un autre cas social. Et je pense qu'au sortir de ce cas, les pistes de solutions pourront être envisagées. Merci en tout cas. On aurait dû recevoir Maître Francis Ngadieu, qui est calé au bloc opératoire. Il aurait pu être là pour également nous décrire le comportement de la brûlure de Mirabel Blanche. Qu'à cela ne tienne, nous irons prendre connaissance avec la victime elle-même. Alors, Mirabel Blanche, raconte-moi depuis le fameux jour de cet incident, de cet accident, comment a été tes journées? Comment ont été tes journées depuis ce jour de la brûlure? Je raconte l'histoire. On t'écoute. Ok. Je m'appelle Mowa Mirabel Blanche. Je suis entrée en Guinée équatoriale légalement. J'ai tous mes documents. Et dès que je suis arrivée là-bas, j'ai eu mon petit boulot que j'étais en train de faire. J'avais deux travaux que j'étais en train de faire. L'autre côté, c'était le ménage et l'autre côté, c'était au niveau du restaurant que je faisais là-bas. Et au côté du restaurant, j'ai trouvé ma collègue. J'ai trouvé une fille, ma collègue de travail là-bas, on travaillait ensemble. Il y a les moments qu'on nous envoyait à l'aéroport de nettoyer, de faire l'entretien là-bas. C'est quand on nous envoyait le jour à l'aéroport, là, on était à deux filles et moi, ça faisait 3 personnes. Maintenant, ma collègue Nadège, elle m'a dit qu'elle devait voyager pour venir passer les fêtes ici, au Cameroun. Et c'est ce qu'elle m'a dit. Et quand elle m'a dit cela, elle ne m'a pas dit que, comme tu vois là, c'était un truc confidentiel ou comment. Elle a seulement parlé ça en l'air comme ça. Bon. Maintenant, quand on est rentré au quartier, mes papiers étaient finis. Maintenant, quand je suis rentrée du travail, je voulais un stylo. J'avais besoin d'un stylo pour remplir, mes noms, tout ça, pour envoyer à la police pour qu'on renouvelle mes papiers. Je n'avais pas le stylo et je n'avais pas de petits monnaies sur moi. Il n'y avait qu'un billet de 5 000 francs sur moi. C'est d'où je suis allée voir ma voisine. C'était ma voisine. Alors, l'histoire, on l'a déjà vécue. Je veux que tu me dises, après que tu as été brûlé, comment se passaient tes journées? Tu as dit, vous avez été conduit à un hôpital vers la frontière, un premier hôpital vers la frontière. Ah, oui, ok. Qu'est-ce qui se passait là-bas? Comment tu passais tes journées étant brûlé? Dis-moi, ça se passait comment? Quand on m'a brûlé, là, on m'a passé, j'étais à Kiosi, hôpital des 3 Nations. J'étais là-bas.
Vraiment, c'était vraiment douloureux. Même pour faire mon pansement, on faisait mon pansement que par anesthésie. Il fallait qu'on m'anesthésie d'abord avant de faire le pansement parce que je ne supportais pas la douleur. C'était vraiment 3e degré. Le brûlure là, c'était vraiment trop, vraiment. Et souvent quand je me couchais là, le corps collait sur le lit. Il fallait qu'on fasse la force pour m'enlever sur le lit, pour me tourner, essayer de me tourner, pour que je sois tranquille. Bon, maintenant, quand j'étais là avec mon type, là, la fille était saisie, comme elle était en prison. Étant dans la douleur, je suis surpris que le président de Camerounais lui appelle. On va aborder ce volet de la question. Moi, je veux savoir la prise en charge, parce qu'aujourd'hui, on voit la blessure a presque cicatrisé, tu n'es pas complètement guéri. Puisque jusqu'à maintenant, tu nous as confié que tu ressentais. Qu'est-ce que tu ressens dans ton corps? Comme vous voyez, là, je ne suis même pas encore guérie. Je me sens très mal à l'intérieur. Là. Ce n'est même pas encore, c'est pas guéri. Ça chauffe, même le soleil. Je ne supporte pas le soleil ni le feu. Comme vous voyez, là, l'intérieur. Et mon cou, je ne peux même pas tourner. Comme vous voyez, il me faut une opération. Mais même tout le corps aussi. Il faut qu'on opère tout ça, on gratte tout ça pour le soigner à nouveau parce que ça ne donne pas l'intérieur, ça fait toujours mal, très mal. Je ne dors pas, comme vous voyez. Et je ne peux pas passer 1 mois sans tomber malade, même pas. Depuis que tu as eu ces brûlures? Depuis que j'ai eu ces brûlures, je ne peux pas passer 1 mois sans tomber malade. Et quand ça chauffe à un niveau, ça m'amène le palu. Il faut toujours que je suis à l'hôpital, on me met la perfusion, ça calme et après ça reprend. C'est comme ça. D'accord. Je me tourne cette fois-ci vers celui qui a vécu de bout en bout jusqu'à aujourd'hui cette maladie, cette brûlure, aux côtés de sa copine Bernard dit. Je veux savoir à quoi consistait la prise en charge. Qu'est-ce qu'on a fait lorsque vous êtes arrivé à l'hôpital et qu'est-ce qu'on demandait chaque jour? Comment s'est passée la prise en charge? Vraiment, merci beaucoup, grand frère, merci beaucoup, mes grands frères, merci beaucoup, mes mamans. Vraiment, avant de commencer le paro, pour marcher dans la vie, c'est très bon. Parce que quand tu marches dans la vie, tu vois les choses. Tu vois les choses. Vraiment, quand je regarde aujourd'hui, que pour d'abord commencer, Dieu existe d'abord. Parce que ce que j'ai vu, lorsque je l'ai amené dans de premières cliniques, parce que c'est moi qui ai vécu l'aspect, lorsque je l'ai amené dans le premier clinique en Guinée-Équatoriale, le lendemain, la tête était déjà gonflée, on dirait même que la tête de bœuf qu'on a tapé, qu'on va brûler le matin, la tête était déjà gonflée comme ça là. La tête déjà gonflée comme ça là. Avant que je quitte avec elle maintenant là, pour amener à la frontière, il ne voyait plus. J'ai seulement couvert avec le pain, traversé la frontière avec elle. J'ai fait 2 mois, je n'ai pas dormi. Si je dis que j'ai dormi, je n'ai pas dormi. Comme tellement quand il dit que quand on veut faire son pansement, quand tu vois, on nettoie la femme jusqu'à tu vois le truc blanc là qui est dans le sein de la femme. J'ai vu. Je ne savais même pas qu'aujourd'hui, il va assis comme ça. C'est rien que de ce souci que le père a porté dans son pied comme ça, c'est lui seul qui connaît comment ça sert son pied. Quand, dans la vie, quand tu n'as pas porté le souci dans ton pied là, si on enlève le souci d'une autre personne, on donc tu portes ça. Si tu comprends comment ça chauffe dans le pied. Vraiment, c'est Dieu qui a pris contrôle autour. Alors, quand vous arrivez à l'hôpital 3 Nations, tu dis, vous arrivez à la prise en charge. Qu'est-ce qu'on fait concrètement dès que vous arrivez? Qu'est-ce qu'on vous demande déjà pour commencer sa prise en charge? Vraiment, dès que j'arrive seulement là, les pansements ont commencé. On a commencé directement le travail. Mais l'argent collé, en 2 mois là, j'étais déjà à peu près dans quelque chose de 1 million comme ça là. Parce que c'était tout ce que c'était enchaîné. Bon, ça veut dire qu'il dormait toujours que, bon, même quand il était même à l'hôpital, même, je ne savais même pas qu'il va sortir encore, il va encore tomber malade. Le genre de prévision qu'on a mis sur elle, c'était toujours les antidouleurs que ça passait sous elle, avant qu'il va un peu assis comme ça là. C'était grave. J'ai fait 2 mois avec elle-même, il ne peut pas se laver.
tu dois aller laver, changer comme on change un petit enfant. Il ne peut pas se laver. Il ne peut pas se nourrir de lui-même. Il ne peut rien faire de lui-même. Tu peux voir déjà là. Quand tu abandonnes le jardin, tu vas aller dire quoi au Dieu demain. Même avant même qu'on place ici, on parle tout. Il faut qu'on doit connaître qu'il y a une personne en haut qu'on appelle Dieu, qui nous gouverne. On a un père en haut. La fille de Dieu comme ça là. La fille de Dieu. La fille de Dieu comme ça là. Le monde me dit vraiment que la fille ici là, il va rester comme ça là. La fille de Dieu. Entre mes mains. Je vais pouvoir aller enterrer l'enfant de quelqu'un comme ça là, sans connaître le débris, sans connaître le fond. Chercher la femme, c'est un problème. Ce n'est pas que c'est un tort. Je n'ai pas commis aucune erreur. Alors, je reviens à toi, le temps que tu te remettes un peu de tes émotions, parce que tu es au bord des larmes là. Je me retourne vers le spécialiste, le maître Tchege, Louis Bernard, avocat au barreau du Cameroun. Alors, maître, j'aimerais savoir, vous en tant qu'humain, comment comprendre ça? Comment vous ressentez ça? Voir une femme aussi jeune, brûlée par une de ses sœurs au terme d'une discussion. Il s'agit pour moi d'un récit fort pathétique qui m'amène à cogiter au-delà du normal. Parce que j'ai suivi avec beaucoup d'attention le récit de la dame et de son compagnon qui ont vécu à chaud les événements. Mais jusque-là, je me pose la question de savoir quel était le mobile principal pour qu'on en arrive là. À première vue, lorsque j'ai regardé le court-métrage que vous avez fait par rapport à cette situation, je me suis demandé s'il s'agissait d'une altercation, d'un incident survenu entre les personnes de nationalités différentes. Mais je suis vraiment abasourdi lorsqu'on me dit qu'il s'agit là de deux Camerounaises qui se trouvent en terre étrangère et qui, par la force des choses, vont dans un premier temps au coup de poing et pour finir, la prénommée Nadège décide de passer à la vitesse supérieure, ce que nous qualifions en droit d'attenter à la vie de sa sœur camerounaise. Cela est qualifié en droit de tentative d'assassinat. Tentative d'assassinat parce que elle a eu le temps de préméditer. Elle a eu le temps de concevoir la méthode qu'elle va utiliser. Elle a pris le soin de prendre une poêle, de déposer sur un feu, de mettre de l'huile, attendre que l'huile passe à ébullition et elle décide d'aller verser cette huile sur sa collègue de service, camerounaise comme elle. Lorsque nous regardons ce récit, nous nous posons la question de savoir si du fond de son cœur, elle voulait uniquement lui donner quelques blessures ou des leçons. Mais la réponse c'est non. Elle voulait attenter à sa vie. C'est pour ça qu'on qualifie ça de tentative d'assassinat. Donc, elle voulait donc la tuer. Et pour la tuer, il fallait préméditer, de concevoir la méthode par laquelle elle devait réussir son coup. C'est ça qu'on appelle la préméditation. Et dans le cadre de ce cas social, la préméditation est rassemblée par la recherche des moyens. Elle pouvait encore mettre de l'huile au feu et à la dernière minute décider en disant que non, c'est ma soeur camerounaise, je ne peux pas aller jusqu'à ce niveau. Mais elle a pris l'initiative d'aller et de verser. Aujourd'hui, le résultat atteint dans sa tête. Le résultat actuel n'est pas ce qu'elle avait visé. C'est supprimer sa vie qui était l'intention première. Donc elle n'est pas morte du fait, comme dit son copain, qu'il y a un être suprême qui nous regarde, nous tous, et qui nous écoute, qui a volé au secours et qui les a accompagnés dans le long périple qui part de Mongomé pour 3 nations, où ils ont pu avoir un début de solution.
Ce qui me surprend également dans ce récit, c'est la réaction de nos responsables diplomatiques en Guinée équatoriale, puisqu'il s'agit de faits extrêmement graves. Nous avons un ambassadeur en Guinée équatoriale. Et dans les collectivités, nous avons les chefs de collectivité qui jouent comme les relais de sous-consuls et qui rendent compte directement à l'ambassadeur de tous les événements qui interviennent dans les communautés, dans chaque zone de la République de Guinée équatoriale. Mais ce que je ne veux pas comprendre, parce que ça sort de l'ordinaire, que ce récit aille jusqu'au bout sans l'intervention de M. l'ambassadeur de Guinée au Gabon. Certainement parce qu'ils sont partis sur une attente à l'amiable, d'après bien sûr les dires de Bernard. Ils ont voulu arranger le problème à l'amiable. J'ai bien suivi pour laquelle ils sont retournés. J'ai bien suivi la position de Bernard qui a évoqué l'entente, le règlement à l'amiable du différend. Mais à partir de quel moment? Lorsque la fille est déjà sous mandat de détention. Elle est placée sous mandat de détention devant les juridictions, par les juridictions équato-guinéennes. Cela voudrait dire... On ne peut pas avoir un rétropédalage. Est-ce qu'on ne peut pas revenir devant la justice dire que ben, voilà, non, on préfère aller s'arranger? Non, le problème est même en train de revenir. La justice de la Guinée équatoriale est en train de réclamer cette dame qui a été exfiltrée pour qu'elle retourne au Cameroun par le responsable de la région. Il a parlé d'un certain Ndiapa, ou c'est Ndiape, le responsable de leur communauté dans la zone où ils habitaient. Parce que dans le récit, j'ai bien suivi qu'il s'était porté garant de la ramener chaque fois que la justice équato-guinéenne aurait besoin d'elle dans le cadre de la présente procédure. Mais s'ils l'ont exfiltré, actuellement, il est la seule personne placée à répondre des agissements de cette dame devant la justice équato-guinéenne. Et monsieur l'ambassadeur de la Guinée aurait déjà, lorsque la victime l'a rencontré, prendre le taureau par les cornes pour mettre ce monsieur entièrement à la disposition de la justice équato-guinéenne parce qu'il a manqué à son obligation de garant. On en revient justement, mais avant, puisque c'est également une émission didactique où on apprend également, j'aimerais d'abord qu'on nous dise qu'est-ce que c'est que la mise, qu'est-ce que c'est que la mise en liberté? La mise en liberté. La mise en liberté, c'est... provisoire, de façon la mise en liberté provisoire. Si nous prenons le contexte camerounais, c'est lorsqu'une personne est privée de sa liberté et se trouve sous main de justice, ou dans une maison d'arrêt, ou dans une unité de gendarmerie. Dans les unités de gendarmerie, on parle de garde à vue, et quand c'est déjà le tribunal, on parle dans une maison d'arrêt, donc dans une prison. La mise en liberté est encadrée par un certain nombre de principes. Elle consiste, pour quelqu'un qui est privé de sa liberté, de saisir la juridiction pour demander, s'il vous plaît, je ne voudrais plus rester ici privé de ma liberté dans cette prison. Permettez-moi d'être libre, de vaquer à mes occupations, mais en restant toujours à votre disposition. C'est pour ça, si nous transposons un peu les exigences du Code de procédure pénale ici, dans les articles 246, on exige toujours de fournir des garanties de représentation. Il faut fournir des personnes qui seront appelées à te représenter chaque fois que la justice aura besoin de toi. Dans le cas d'espèce, il ressort du récit que c'est le responsable de la communauté dans cette ville qui s'était porté garant. Donc il était tenu, chaque fois que la justice devait avoir besoin de cette criminelle en fuite, de la ramener pour qu'elle puisse répondre de ses actes. Mais malheureusement aujourd'hui, ils l'ont exfiltré à travers un convoi funèbre qui venait au Cameroun. On aimerait savoir, maître, quelles sont les personnes qui sont à même de pouvoir bénéficier d'une mise en liberté provisoire? Quel genre de personnes ou alors quel genre de crimes pour lesquels on peut bénéficier de cela? Non. Dans le cadre de la législation camerounaise, actuellement, il n'y a que deux exceptions. Toute personne privée de sa liberté peut solliciter sa mise en liberté si elle fournit des garanties de représentation. Ça, c'est le préalable.
Mais la loi dit que pour les infractions passibles de la peine de mort et l'emprisonnement à vie, vous ne pouvez pas bénéficier d'une mise en liberté provisoire. La mise en liberté provisoire est interdite. Donc, comme dans le cas d'espèces, il s'agit, si c'est le Cameroun qui devait être appelé à juger Nadège, que c'est la peine de mort qui est l'infraction qu'elle encourt. Parce qu'elle a tenté à la vie de cette dame, elle n'a pas réussi. C'est pour ça qu'on appelle de tentative d'assassinat. Et selon le droit camerounais, la tentative est punissable au même titre que l'infraction qu'on avait projetée et qu'on n'a pas pu la réaliser indépendamment de notre volonté. Donc actuellement, le Nadège qui se retrouve en fuite ou exfiltré quelque part, qu'elle sache que le jour où on va la prendre, que ce soit sur le territoire camerounais, elle sera jugée par les juridictions camerounaises. Est-ce qu'il est possible qu'elle puisse, voilà justement on en venait, est-ce qu'il est possible que le problème puisse être transféré de là pour le Cameroun, sous la juridiction camerounaise? La juridiction camerounaise est compétente. Puisque l'incident s'est produit en territoire étranger. Oui, je voudrais vous expliquer que les juridictions camerounaises sont compétentes pour prendre ipso facto cette procédure. Et même par voie diplomatique. Monsieur l'ambassadeur pouvait déjà avoir pris les dispositions pour saisir la justice camerounaise s'il avait l'information que cette dernière est sur le territoire camerounais. Parce que les critères de compétence sont au nombre de 3. Le lieu de commission de l'infraction, qui est la Guinée équatoriale, le lieu de domicile de cette dame, même qu'elle est résidente équato-guinéenne, elle est domiciliée au Cameroun. Donc le territoire camerounais est compétent pour connaître des infractions qu'elle a commises en Guinée équatoriale. Et de 3, le dernier critère de rattachement, c'est le lieu d'arrestation. Une fois qu'elle est interpellée par les autorités camerounaises, les justices camerounaises sont également compétentes pour engager les poursuites contre elle jusqu'au prononcé d'une décision. Mais également, la partie civile, elle peut enclencher la procédure en saisissant le ministère public par la voie d'une plainte. Et maintenant, monsieur le procureur de la République, dans le cadre de l'instruction de ce dossier, peut utiliser la voie diplomatique pour permettre au procureur de la République de Guinée équatoriale de lui transmettre le fond du dossier pour qu'il puisse continuer. Il peut également décider de ne pas prendre cette vue uniquement sur le fait que cette dame a été arrêtée sur le territoire camerounais, la juger jusqu'à prononcer une sentence, sans plus attendre que la Guinée équatoriale puisse intervenir pour donner quoi que ce soit comme indication par rapport à la procédure. Parce que même en Guinée équatoriale, il s'agit des crimes qui doivent passer automatiquement par l'information judiciaire. Même si on l'interpelle au Cameroun, ce sera qualifié de crime. Et elle sera appelée à passer par l'information judiciaire. Donc, le Cameroun est compétent. Et quand je regarde le nom, je pense que c'est une de nos sœurs de l'Ouest. Ce nom que j'ai suivi lors du reportage. Mais qu'elle sache là où du tréfonds où elle se cache, que la caméra de Dieu est braquée sur elle. Elle va se cacher même dans n'importe quel temps. Elle sera prise et elle va répondre de ses actes. Alors, d'accord. Bernard, dis-moi plutôt, vous êtes revenu en territoire camerounais, en terre natale. Certainement, tu as besoin de justice. Quelles sont les démarches entreprises pour essayer, qu'est-ce que tu as essayé de faire pour essayer d'interpeller cette dame? Bon. Est-ce que des procédures ont été lancées ici au Cameroun? Bon, les procédures n'étaient pas lancées ici au Cameroun. Parce que puisque j'ai, là-bas en Guinée, là où je sors, on a d'abord beaucoup fait ça du là-bas, avec les gens ici là, avec les présidents des Camerounais là. Il n'y a pas aucun Guinéen qui a supporté ce que les Camerounais ont fait à cette fille. Si on a laissé la fille là dehors même, il marchait même, c'est que les Guinéens pouvaient les tuer. C'est que les Guinéens même pouvaient les tuer. Si ça arrivait qu'il a fait ça avec une fille guinéenne, c'est que le groupe de Camerounais là, qu'ils ont fait ça, personne ne vit plus. Mais ils ont fait ça comme, bon, je peux dire comment, que dans la vie, comme on dit que le chien qui n'a pas le cœur, c'est Dieu seulement qui sait comment il chasse ses mouches. C'est comme ça qu'on se retrouve dans le problème-ci. Si c'était que la fille, elle a fait ça avec une Guinéenne, je te jure au nom de Dieu, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas ce qu'on parle aujourd'hui. Je veux savoir,
quand vous passez votre temps, vous faites 2 mois à la première clinique qui vous reçoit. Oui. Quand vous revenez au Cameroun, je veux dire, lorsque vous intégrez le territoire véritablement, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que tu entreprends pour sa santé? Qu'est-ce que tu fais comme examen? Où est-ce que tu vas? Bon, quand je suis arrivé, lorsque je suis arrivé au Cameroun, comme je suis quitté, comme je suis arrivé, ça fait pratiquement 1 mois maintenant là, que je suis arrivé. Que tu es revenu? Oui, que je suis revenu. Avant de revenir, il est d'abord quitté avant moi. Parce que sa santé ne va pas, je l'ai envoyé pour qu'il vienne au Cameroun pour venir essayer un peu d'aller à l'hôpital, que je vienne. Automatiquement, je suis revenu pour venir regarder où il est un peu guéri de façon que je peux les porter. Je n'ai pas encore entré avec elle. Je suis encore revenu, j'ai vu que c'est grave. Comme tout va, le coup est couché comme ça, là, je suis directement découragé. Bon, la formation aussi, j'ai suivi ça depuis en Guinée. C'est là où je suis assis avec un ami. J'ai essayé un peu de demander que, mais à Equinox là-bas, mais ça se passe que tout ce que, quand tu es déjà réfléchi jusqu'à tu es fatigué, quand le mémoire est fatigué là, tu essaies un peu de demander certains trucs. Parce que, comme on dit souvent, que quand tu restes, tu connais quelque chose derrière les informations. Bon, c'est comme ça que je me suis quitté. J'ai dit que vraiment, je suis dépassé. Je ne savais même plus là où aller. Que je suis dépassé. Parce que là où je me suis retrouvé, il n'y avait même plus l'argent que je peux encore continuer encore ce soir. Je ne pouvais pas toujours le laisser comme ça là, avec cet état. Je dis encore que je vais encore retourner en Guinée encore. Je laisse la fille, c'est comme ça. Si derrière moi, on dit que c'est fini. Parce que ton assistance, quand même aussi, ça remonte quelqu'un. Ça remonte son moral. Je dis que bon, maintenant, il faut que j'essaie un peu de s'asseoir, pour essayer un peu de voir qu'au moins, il faut que le coup-ci soit quand même redressé. C'est cette aide que je suis venu d'abord. Parce que, voilà. Tu as le temps de demander ton aide. Voilà. Vous êtes allé faire un diagnostic. Vous êtes allé à l'hôpital récemment par oui. rapport à l'opération du coup. Oui. Qu'est-ce qui a été dit? Qu'est-ce qu'on vous a dit là-bas? Bon, on nous a dit que tout ce que comme le coup là, c'est comme ça là. Il y a aussi le derrière aussi. On a dit qu'on doit opérer le coup ci là. Comme ça, qu'il y a le bénéfice que c'est encore tiré comme ça, comme c'était le feu, comme c'était l'huile qui a fait ça, a attaqué le même bénéfice, en ça, on s'est pris ses nez. Voilà. Bon, maintenant, là, on a dit qu'on va encore toucher le coup-ci, normalement, chercher à redresser le coup-ci, là. Bon, et puis maintenant, le corps, là, que ça chauffe, là, qui va mettre les plaques, il a dit que les plaques, qui va travailler, qui va encore raquer le corps, là, parce qu'au niveau d'ici, là, ça chauffe, ça chauffe beaucoup. Ça chauffe, partout même, ça chauffe. D'accord. Alors, maître, j'aimerais savoir, maintenant qu'ils sont en territoire camerounais, certainement, le monsieur veut que justice soit rendue. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Qu'est-ce qu'il faut entreprendre là maintenant? Face à une telle situation, c'est de saisir le procureur de la République à travers une plainte. C'est ce que la loi exige, puisqu'il s'agit d'une infraction commise à l'extérieur, puisque les poursuites ne peuvent se faire que sur la base d'une dénonciation ou d'une plainte déposée par les victimes. Ce n'est qu'à travers ça qu'ils peuvent mettre en mouvement l'action publique qui sera conduite par le procureur de la République. Une fois le procureur de la République saisi à travers cette plainte, ils vont engager les 20 investigations. Ils pourront même utiliser la voie diplomatique pour continuer à mener les investigations et savoir effectivement ce qui s'est passé pour que cette dernière puisse ne plus être sur le territoire équato-guinéen. Comment est-ce que le représentant de la communauté où il se trouvait a pu l'exfiltrer et où il se trouve actuellement. Également, ils peuvent, dans le cadre de l'entraide judiciaire, essayer, avec le procureur de la ville où il se trouvait, voir s'ils peuvent lancer des avis de recherche pour interpeller le garant, pour qu'il s'engage vraiment à tout faire pour ramener cette dernière. 2, de solliciter que le procureur puisse lui faire parvenir le dossier sur le territoire camerounais, puisqu'il s'agit des personnes dont le domicile connu est au Cameroun. Ils ne sont que résidents en Guinée équatoriale, ils ne sont pas domiciliés, ils sont que des simples résidents. Et de 3, et un indice fort pèse sur le fait qu'elle peut être sur le territoire camerounais. Donc pour permettre à la juridiction camerounaise d'investiguer sur tout le plan, ils seront appelés à faire
ils appellent ça une collaboration judiciaire. Comme le tribunal camerounais, si nous sommes les premiers à l'arrêter, nous pouvons décider de l'extrader. Nous l'envoyons en Guinée équatoriale pour qu'elle soit jugée par le tribunal équato-guinéen. Mais la réalité, c'est que dans la majorité des cas, les pays aiment juger leurs nationaux eux-mêmes. L'extradition est une procédure un peu très complexe. Lorsqu'on la réalise, c'est dans la majorité où il s'agit des étrangers. Mais quand il s'agit des Camerounais qui se sont retrouvés sur le territoire camerounais pour les infractions commises à l'étranger, ils sont passibles de juridiction camerounaise. On les juge à la seule condition que l'infraction pour laquelle ils sont poursuivis ici soit constitutive d'une infraction dans le pays où ils partent, où ils résident. Alors, j'aimerais savoir, on aimerait tous savoir, maître, cette fois-ci, pourquoi est-ce que jusqu'à maintenant, je veux dire, les garants n'ont pas été arrêtés? Et qu'est-ce qu'ils encourent? Vous comprenez que le Code de procédure pénale impose aux garants un cautionnement. Qu'en cas de non-représentation de cette dame, vous serez appelé à payer tel montant. Ou vous seriez passible de tel nombre d'années de détention. Je ne maîtrise pas les contours, dans quelles conditions en Guinée équatoriale ils ont mis cette dame en liberté, mais en rapprochant un peu le droit, ça doit être similaire. Donc, le tribunal de Mongomé en charge du dossier peut à tout moment interpeller ce représentant pour qu'il représente cette dame. Parce que c'est la première condition du garant. Parce que ce qui est sûr, c'est qu'un constat a déjà été fait que la dame n'est plus là parce qu'elle n'a pas certainement répondu à certaines convocations. Il revient donc à la caution de se trouver dans l'impossibilité de la présenter pour que le tribunal tire toutes les conséquences du droit. Tant qu'on ne l'a pas encore interpellé de la représenter, on va rester dans les supputations ou dans les on-dit. Parce que même si les convois étaient filtrés, on aurait dû comprendre qu'il y a un corps étranger qui est en train de profiter du convoi pour partir. Mais s'agissant d'un convoi funèbre, même les autorités de frontières sont moins rigoureux parce qu'ils se disent qu'il y a mort d'homme et que les familles sont en train d'aller enterrer. Vous comprenez que c'était une formule vraiment appropriée pour les filtrer. Mais si la justice équato-guinéenne met la pression sur le chef de la communauté, il va tout faire pour la représenter. Même s'il faut qu'il cherche les éléments de force pour venir la chercher partout au Cameroun. Lorsqu'il va se trouver au seuil d'aller en prison en remplacement de celle-là, il fera tout pour la retrouver. Donc, la première des choses, il faut que la justice équato-guinéenne active la représentation. Que M. Ndiape, qui s'était porté garant, puisse la représenter. Sans que la caution n'ait pas mise en mouvement de s'exécuter, elle va rester là où elle est sans problème. Et je sais que comme nous sommes en train de parler, la caution nous écoute, le garant nous écoute et la criminelle en fuite nous écoute bien. Donc, la mise en mouvement de la justice équato-guinéenne contre le garant. Même par voie diplomatique, ils peuvent saisir, la justice équato-guinéenne peut saisir notre représentation diplomatique, l'ambassadeur du Cameroun en Guinée équatoriale, pour qu'il puisse demander à son représentant de collectivité qui, sous d'autres cieux, est considéré comme un consul, de représenter cette dame. Et surtout que je doute fort, si au moment d'aller s'engager à représenter cette dame, ils avaient préalablement informé leur hiérarchie, monsieur l'ambassadeur du Cameroun en Guinée équatoriale. Et si tel était le cas, il ne pouvait pas exfiltrer cette dame. Parce qu'il devait être tenu de rendre compte à monsieur l'ambassadeur relativement à la gestion d'un incident aussi grave comme celui-ci. Et si aujourd'hui, on ne trouve pas la fille, cela voudrait dire que cela s'est passé dans une extrême légèreté. Que M. Ndiaye pour répondre. Au cas où il ne présente pas, il sera appelé à répondre des actes de cette dernière. Merci de nous retrouver, si vous le faites seulement maintenant. Le programme C'est Regards Social, c'est une vitrine qui met en état le mal-être de certaines personnes. Nous essayons, à notre manière, autant mieux faire se peut, de redonner l'espoir, le sourire, de partager le bonheur à ces personnes qui sont en dépravation, à ces personnes qui sont en train de
toucher le fond. Mesdames, Messieurs, vos réactions sont les bienvenues. Surtout, manifestez votre générosité, votre compassion en nous envoyant des dons via, bien sûr, les canaux téléphoniques qui sont au bas du petit écran. Envoyez-les maintenant. Venez en aide à ces personnes qui en ont besoin, vraiment, qui donnent prête à Dieu, j'ai pour habitude de dire. Alors, Mirabel, c'est toi qui es la victime de cette affaire. Dis-moi aujourd'hui, tu es rentré au pays. Quelles sont les relations avec ta famille, tes connaissances, tes amis? Est-ce que tu as essayé d'entrer en contact avec ces personnes avec qui tu avais des affinités? Avec ma famille, rien ne donne. Comme vous voyez, depuis que j'ai eu l'accident, c'est là. Tous m'ont rejeté. Tous m'ont rejeté, vraiment. Personne ne veut savoir rien de moi ou d'où je vis. Je suis même ici au Cameroun, là, je vis que dans ma belle famille, comme vous voyez là. Personne ne veut m'accueillir chez lui, comme vous voyez, vraiment. Étant en Guinée équatoriale, quelle était la nature de tes relations avec tes proches? Comment vous viviez? Est-ce que vous étiez régulièrement en contact? Est-ce que tu envoyais quelque chose à la famille? Puisque lorsqu'on sort, c'est pour aller apporter du bien-être à la famille. Quelle était la nature de vos relations entre les membres de ta famille et les connaissances? Oui, quand j'étais en Guinée équatoriale, je faisais mon effort. Parfois, je les envoyais quelque chose, jusqu'à avec ma maman même qui m'a abandonné à l'âge de 2 ans. Je l'envoyais quelque chose. Oui, je les soutenais de moment, de temps en temps, en passant. C'est ça. Et tes employeurs, est-ce qu'ils ont fait un geste ils ont fait un geste, ils t'ont recontacté pour prendre des nouvelles de toi? Les personnes pour lesquelles tu travaillais en Guinée, puisque tu cumulais 2 jobs, tu disais, est-ce que tes patrons du restaurant et où tu faisais le ménage t'ont appelé, t'ont apporté une aide d'une manière quelconque? Non, aucune aide. Je n'ai reçu aucune aide. Même m'appeler même pour demander comment je vais ici au Cameroun, mais comment la situation, rien. Je n'ai reçu aucune aide d'eux. Oui. Entre mes 2 patrons, je n'ai reçu aucun aide, ni l'appel, rien. Bernard, moi je veux savoir, c'est comment la nature de tes relations? Depuis que tu es là, qui vous sont venus en aide? Qui ont pris ce problème à bras le corps pour vous épauler? Depuis que ce problème est arrivé, je veux d'abord commencer. Là où je suis là même là, que je meurs à un genre là, il y a un gars, le gars de la fille en question, maître. Le gars qui vivait avec la fille là en question, on appelle son nom Valet. Comme tu viens d'écouter, j'ai appelé le nom là. Le gars là, personnellement, il est venu me voir. Personnellement, il est venu me voir à la maison. Il m'a fait comprendre ceci. Mon frère, on va gérer le problème. Ça s'agit de ma copine. On va gérer le problème. Il y a d'abord une chose en Guinée équatoriale. Que, comme nous les Camerounais, quand on finit de mettre là-bas, que pour qu'on parle bien de ton problème, il faut que ton frère va bien sortir avec ta femme. Ou ton ami va bien sortir avec ta femme. Quand ta femme n'est pas déjà là, quand il y a un problème là, on va te dire avec toi que voilà, que entre nous-mêmes, que tu bois le bière avec ton frère comme ça, mais il calcule que ta femme. Comme on est en train de parler là, on parle devant le média, le monde nous voit. Parce qu'on a adapté une façon de vivre là-bas qu'on ne comprend même pas. Le responsable sort ici là et part là-bas et commence à se comporter comme des enfants. J'en venais puisque ça a été un incident qui est survenu, que Mirabel a rencontré malheureusement. Je veux savoir, qu'est-ce que la communauté camerounaise, qui a un président d'ailleurs, de Moumou, qu'est-ce que la communauté camerounaise a fait pour elle? Le comité camerounais, quand l'incident a d'abord passé, quand je tournais en 6 mois là, ils avaient cotisé on avait cotisé une aide. Les Camerounais avaient cotisé une aide à Mongoméenne. Tu comprends un peu, non? Ils ont cotisé cette aide. Cette aide était sortie quelque chose de 80 000 comme ça là. Cette aide, ils ont plutôt utilisé l'aide là. Le président là, ils ont plutôt utilisé. Le président des Camerounais de Mongoméenne avait son staff. Ils ont utilisé l'aide là pour aller payer la tête de la fille, pour aller mettre, pour aller donner ça au tribunal. Parce qu'il y avait un agent que
il y avait certaines factures là qu'on était droit de gérer ça à Tiosi là-bas, jusqu'à les factures de Tiosi n'ont pas fini de gérer. Bon, l'argent là, ce n'est pas comme l'aide. L'argent là était plutôt venu sur la tête de la fille là. Parce que la fille là, il y a un truc qu'ils sont en train de faire là-bas, je ne sais pas de ce qu'ils sont en train de faire. On maîtrise mal le sujet à ce niveau. Voilà. Moi, je veux savoir, en dehors de ça, est-ce que tu es quitté en Guinée équatoriale avec des personnes qui t'ont dit, bon, voici notre soutien pour Mirabelle Blanche? Est-ce qu'il y en a quand même? Oui, j'avais quand même mes amis de travail et tous les consorts. Et au Cameroun? Hein? Et ici au Cameroun? Oui, j'ai aussi quand même mes amis ici là. J'ai aussi quand même mes amis ici là au Cameroun. Que je suis avec eux, quand mes amis de travail, quand on travaillait ensemble, voilà, toujours quand je viens comme ça, nous sommes toujours ensemble. Elle est sous traitement pour l'instant. Qu'est-ce qu'elle prend régulièrement? Qu'est-ce qu'il lui faut? Puisqu'elle a des brûlures internes qu'elle ressent. Qu'est-ce qu'elle prend régulièrement? Voilà, il vit toujours avec les remèdes, constamment. Avec les remèdes. Il vit toujours constamment avec les remèdes. Il vit constamment avec les remèdes. C'est comme ça. Alors, bon, sans les remèdes là, il ne peut pas résister. Il vit constamment avec les remèdes. D'accord. Maître Louis Bernard Tchègue, je veux savoir, est-ce qu'il y a eu un manquement dans la procédure lorsqu'il a déclenché en Guinée équatoriale? Est-ce qu'il y a eu un manquement dans la procédure qu'il a engagée? Manquement, je ne dirais pas qu'un manquement. Le mystère autour de ça, c'est la gestion de la procédure au niveau du parquet de Mongoïm, la ville où il se trouvait. Si la loi équato-guinéenne permet qu'une personne poursuivie pour les faits de tentative d'assassinat peut être mise en liberté, la seule condition que cette loi peut demander, si elle est semblable à la loi camerounaise, c'est est-ce que la personne qui sollicite sa mise en liberté peut présenter des garanties de représentation. Donc des garants, à telle sorte qu'à tout moment, la justice, si elle a besoin d'elle, on interpelle le garant peut la faire venir. C'est à ce niveau, la négociation de sa mise en liberté et le comportement du garant que la procédure a pris une autre tournure. Si cette dame avait bénéficié de cette liberté et resté en Guinée équatoriale, c'est que la procédure suit son cours normal aujourd'hui. Mais comme le garant l'a exfiltré, c'est devenu une entorse à l'évolution de la procédure. Donc ce qu'il y a lieu de faire maintenant, c'est peut-être réactiver une fois de plus la procédure au niveau du tribunal de Mongoïm pour qu'on réinterpelle monsieur de la caution. Au cas où il ne peut pas représenter la fille, que lui-même s'engage à représenter cette dernière qui supporte les frais inhérents à la procédure tel qu'il était prévu dans l'engagement du garant. Il y a un engagement, on te dit que vous signez, que vous partez avec monsieur. Au cas où vous ne le voyez pas, vous déposez la tombe de 5 millions ou vous faites 3 ans de prison. C'est prévu dans l'engagement du garant. Donc, comme nous n'avons pas le fond du dossier au niveau du tribunal, nous ne pouvons faire que des supputations. Mais la chose qu'il faut faire actuellement, et c'est l'occasion pour moi de dire, il faudrait mettre en mouvement la voie diplomatique. Même le ministre des Relations extérieures se devait d'être informé de cette situation par rapport au comportement des agents diplomatiques et les gars consulaires et les agents consulaires dans ces mêmes pays de la Guinée équatoriale. C'est un pays voisin au Cameroun, mais ces histoires sont toujours rocambolesques. On ne sait pas pourquoi, mais cette fois-ci au moins, l'histoire a vraiment été inédite parce qu'elle concerne 2 Camerounais. Régulièrement, nous suivons à la radio que c'est les Camerounais contre les Équato-Guinéens qui a les refoulements, mais cette fois-ci. Et c'est pour ça que vous avez compris, comme dans son récit, que les Équato-Guinéens sont restés tranquilles. Ils ont dit que ça ne nous concerne pas, ça concerne 2 étrangers. Et c'est normal. Alors, on aimerait bien comprendre, est-ce qu'un arrangement à l'amiable fait intervenir certains critères? L'arrangement à l'amiable. Qu'est-ce qu'il faut faire même? Puisqu'il a entrepris la démarche, il a voulu arranger à l'amiable. L'arrangement amiable n'empêche pas la continuité des poursuites. Même s'ils arrangent, c'est pour ce que M. Ndibena et sa copine se désistent de leur constitution de partie civile, de réclamer des réparations pécuniaires. Mais sur le plan de la violation de la loi, cette dernière a violé la loi.
elle doit répondre de cette violation qui relève du ressort du ministère public, qui est la partie poursuivante. C'est pour ça que dans nos commissariats ici, on a cette habitude de dire aux gens, lorsqu'ils amènent les transactions qu'ils veulent aménager, on dit toujours, bon, vous avez arrangé entre vous, maintenant, il faut voir le ministère public. Le ministère public a encore le dossier. Parce que c'est la partie poursuivante. Pour vous, c'est vos intérêts Pour une civils. violation, c'est la partie poursuivante. Oui, elle a violé une loi prévue par l'État. Puisque les dommages-intérêts visent à réparer le préjudice que les particuliers ont subi, alors que monsieur le procureur de la République, à travers l'action, veut sanctionner une violation de la loi. C'est pour ça que vous constatez que lorsque les parties civiles se désistent, le ministère public continue avec ses poursuites. Alors, moi, je vais dire quelque chose comme ça tout bêtement. Ouais. Il y a une situation, il y a des personnes qui veulent s'arranger au quartier, à l'amiable. Est-ce qu'il faut aller vers une institution pour que cela soit crédible, pour que chacun respecte ses engagements? Dans le cadre d'espèces, c'est une infraction pénale. Ils ont enfreint une norme sociale qui voudrait que l'intégrité physique soit sacrée et que vous ne pouvez pas porter atteinte à l'intégrité physique de votre personne. Et c'est pour ça que le législateur, dans l'article 276, a dit « est puni de peine de mort celui qui cause la mort d'autrui par préméditation, par empoisonnement ». Voilà les cas qu'on définit. Et l'alinéa suivant dit « on entend par préméditation le fait pour un individu de concevoir son projet, de rassembler tous les éléments qu'il faut pour le réaliser et de prendre la résolution d'aller le commettre. » Et tel est le cas ici. Il ne s'agit pas d'un fait anodin. Ce n'est pas une vendeuse de beignets qu'on dit que celle-ci est venue bagarrer là où elle vendait les beignets. Elle s'est défendue en portant son huile pour verser sur elle. Mais elle n'est pas vendeuse de beignets, ça ne ressort aucunement nulle part. Donc elle a eu le temps de choisir qu'elle va l'atteindre à travers l'huile. Elle a choisi sa poêle. Elle a déposé au feu. Elle a laissé bouillir de l'huile. Et elle a pris la résolution de prendre pour aller verser. Ça veut dire qu'elle a mûri son projet, elle a prémédité et elle savait ce qu'elle attendait. C'était la mort de cette dame. Et vous voyez même l'endroit qu'elle a visé, le visage. Donc, malheureusement qu'elle est venue d'un seul côté, et c'est pour ça que ça n'a pris qu'un seul côté. Si elle avait réussi, c'est que même elle est défigurée jusqu'au visage. Vous comprenez qu'elle avait mûri et elle voulait atteindre un objectif bien précis qui était la mort de cette dame. Et c'est bien plus grave que ce que nous observons là. Hein. C'est bien plus grave. J'ai pu véritablement voir l'ampleur de cette brûlure. C'est pas joli. Ce sont les photos à l'état actuel. Il faut un peu imaginer ça à l'état brut. Voilà. Il faut voir ces photos pas à l'état brut. Vraiment, c'est difficile à regarder. C'est pour ça qu'il dit à Andy Bernard qu'il s'était vraiment engagé contre sa femme avec de tout cœur. Il a accepté, l'a supporté pendant toute cette période. Et quand il vous décrit comment il était appelé lui-même à lui faire sa toilette, il s'agit là des moments trop forts pour quelqu'un devant ce genre de situation. Beaucoup de gens abandonnent, dépassés par l'événement. C'est l'occasion de dire que vraiment, Dieu t'avait mis sur une piste avec mission. Il faut l'accomplir jusqu'au bout sans désarmer. Il a d'ailleurs été ruiné, puisqu'il dit avoir perdu toutes ses économies. Tout son emploi, ses clients. Il a des convocations pour répondre, bien sûr. En fait, ça, c'est avec ses clients du côté de la Guinée équatoriale. Oui. Merci de réagir, merci d'intervenir, merci surtout d'être touché, de compatir au malheur qui habite Mirabel Blanche. Elle a besoin de notre aide, elle est abandonnée à elle-même. Un jeune couple qui a décidé d'unir une vie et d'écrire une même vie à travers, bien sûr, cette union. Mais aujourd'hui, ils sont au dépourvu. Ils ont besoin de nos efforts. Quels que soient les efforts, envoyons-leur tout ce qu'on a de tout cœur. Et certainement, ça permettra à Mirabel Blanche de pouvoir retrouver le sourire, de pouvoir reprendre son activité. Et cela se passe par le canal des numéros que vous voyez au bas du petit écran. Avant de sortir avec vous, j'aimerais, Bernard dit, si jamais tu as un message fort aujourd'hui à porter à l'endroit des millions de téléspectateurs d'Equinox Télévision, des âmes de bonne volonté qui nous regardent, ces personnes qui sont éprises d'amour, qu'est-ce que tu leur dis?
pour te venir en aide? Vraiment, je salue toute la nation, tous mes grands frères, tous, que dans la vie, ça arrive. Mais tout ce que je demande, c'est que vraiment, tout ce que chacun fait, c'est Dieu qui va les payer. Quelqu'un ne peut pas payer l'autre, c'est Dieu seulement qui peut payer. Parce que si un jour, quelqu'un me demandait que je veux me retrouver ici, je veux dire que je veux me retrouver ici pour faire quoi, mais c'est quelque chose que quelqu'un ne peut pas jamais dire. Tu ne peux pas jamais dire que je veux me retrouver ici pour faire quoi. Voilà moi que je me suis retrouvé ici là. Voilà moi que j'ai fait votre connaissance ici là. Voilà moi que j'ai vu tout le monde ici là. Que seulement quand il pleut sur le toit de tout chacun. Quand ça ne t'a pas encore trouvé, ne dis pas que ça ne t'a pas encore trouvé. Alors, quand tu n'as pas encore tout ce que je veux demander, que je demande l'aide, que vraiment on m'aide pour que la fille ici peut trouver sa santé. C'est tout ce que je demande, que moi aussi je peux quand même aussi dormir en paix. Quand elle dort, moi aussi je dors en paix. C'est vraiment, c'est tranquille. Quand j'ai encore mes 10 doigts que Dieu a donné, je suis toujours debout. Vraiment, c'est sa santé que je pleure. Parce que la santé, vraiment, c'est Dieu qui donne la santé. Bon, je salue vraiment tout le monde. Tout le monde que Dieu va toucher son cœur, qu'il peut faire ce qu'il peut faire. Merci Bernard pour ton message. J'ose espérer que ça portera d'ailleurs des fruits afin de pouvoir libérer Mirabel Blanche de cette situation qu'elle vit depuis plus de 3 ans aujourd'hui. Mirabel Blanche, raconte-nous, quel est le message que tu as dans le cœur, que tu veux livrer aujourd'hui? Le message de cœur que tu veux envoyer afin que les personnes qui ont la main sur le cœur puissent te venir en aide. Le cœur sur la main, je veux dire. Okay. Le message que je veux livrer au monde entier, je les supplie de me venir en aide, s'il vous plaît, pour que je puisse trouver ma santé. Comme vous voyez là, il ne peut même pas tourner, même, il ne peut pas m'asseoir pour longtemps. Comme je suis même assis là, je suis même déjà fatiguée. S'il vous plaît, je supplie de tout le monde entier de me venir en aide. Comme vous voyez là, je ne dors pas. Je ne dors pas. Vous voyez. S'il vous plaît, que tout le monde entier me vienne en aide. Je dors toujours avec une serviette mouillée. Je pose sur mon corps. Alors, si ce n'est pas ça, je ne peux pas dormir. À tout temps, je suis qu'à l'hôpital. Je suis qu'à l'hôpital. Un mois ne peut pas passer sans que je suis tombée malade. Tout le corps chauffe. Je demande au monde entier de me venir à terre. Aidez-moi, s'il vous plaît, pour que je puisse trouver ma santé. Je ne dors pas. Même m'asseoir, je ne peux pas m'asseoir longtemps. S'il vous plaît, je ne veux pas l'équilibre. Aidez-moi, s'il vous plaît. Aie pitié de moi. Je vous en supplie. Maître, certainement vous avez un message de fort, quelque chose de très important à délivrer, à nous dire. Lorsque vous vivez ce genre de situation, lorsque vous allez à la connaissance de ce genre de cas. Je voudrais dire en guise de sortie de ce énième cas social qui nous interpelle tout cet après-midi que la loi camerounaise autorise Monsieur le procureur de la République à s'auto-saisir de ce cas. Parce que, à travers cette émission de regard social, nous avons porté à la connaissance de ces autorités et agents de poursuite qui sont les procureurs de la République une infraction aussi grave qui a été commise sur le territoire équato-guinéen contre une Camerounaise. Monsieur le ministre des Relations extérieures, le jeune Belambela, peut également, par voie diplomatique, saisir son ambassadeur de Guinée équatoriale pour en avoir l'information exacte sur ce dossier. Mais la position la plus plausible qui sera la meilleure, c'est que
les procureurs de la République du Cameroun qui viennent d'écouter cette émission, qui viennent d'être au parfum de cette infraction criminelle commise contre une Camerounaise en Guinée équatoriale, puissent s'autosaisir de ce dossier et ouvrir une enquête. Et s'agissant des numéros des victimes, à travers Regard Social, vous aurez les procureurs de la République qui ouvriront les enquêtes pour avoir toutes les informations nécessaires pour l'évolution de cette procédure. C'est ce que je voudrais dire en guise de sortie. Et à mon ami Bernard, vraiment, d'être courageux, de ne pas lâcher son ami de la nature, qui est devenue ce qu'elle est aujourd'hui, car demain c'est un autre jour et on doit toujours garder espoir. Dans quel état d'esprit peut être quelqu'un qui vit cette situation? Dans quel état d'esprit? C'est pour ça que je reviens vers lui, parce que c'est qu'il est dans un état de choc. C'est un homme qui s'est surpassé. Il peut céder au découragement. Au découragement. C'est pourquoi je demande qu'il doit être très fort et continuer sans relâche. Parce que demain, c'est un autre jour. On ne connaît pas les miracles de la journée de demain. En tout cas, merci à chacun de vous d'avoir, surtout aux protagonistes, d'avoir pu trouver le courage d'être là pour raconter, vivre avec nous, partager votre histoire avec nous. J'espère bien sûr que ça a ému plus d'une personne. D'ailleurs, les réactions doivent se faire déjà en ce moment du côté du standard du téléphone. Madame Tembe sera là dans un court moment pour nous parler des contributions. Mais avant d'y arriver, je vous replonge dans la peau d'un autre patient passé sur ce plateau, un malade, lui aussi qui essaye de vouloir trouver la solution à son problème. Et ces solutions, vous savez, passent bien sûr par votre entremise, par vos actions, en faveur bien sûr de chacun des cas sociaux. N'oubliez surtout pas que qui donne prête à Dieu, et il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Je vous invite à vivre la vie d'un autre patient au travers de cet élément, et puis on se retrouve dans pas très longtemps. Si les cas de maladies les plus graves ont décidé d'élire domicile au sein des quartiers les plus pouilleux, c'est parce que la plupart, si ce n'est la totalité des braves citoyens qui y vivent, ne sont pas à l'abri des besoins primaires. Village Ngoloko 2, quartier PK16 Antenne, dans le 5e arrondissement de Douala. Ici, l'eau est une denrée rare. Pire encore, si elle est potable. Nous, on parcourt généralement 2 km. L'eau-ci, c'est l'eau de la source. Pour boire, il faut d'abord la traiter, mettre le javel ou faire bouillir avant de boire. Comme c'est la saison sèche là, parfois il y a le monde, parce que la majorité de personnes puisent l'eau ici. C'est la difficulté qu'on rencontre ici. À travers les pistes tortueuses, nous allons à la rencontre d'une famille déchirée par la souffrance, l'horreur, les douleurs que leur inflige une maladie depuis plusieurs années maintenant. Aux côtés de Ken Lac Daniel, le père de famille, notre équipe de reporters va à la rencontre d'une fillette d'à peine 16 ans, croulant déjà sous le poids de la maladie. Elvira est une adolescente qui vit une situation particulière, puisqu'un jour, tout a basculé dans sa vie. Je m'appelle donc Alice Florence. Je suis la mère de Elvira. Depuis que l'enfant est malade, on m'a appelé qu'elle allait à l'école à PK20h, que le sang a jailli sur elle. J'ai dit que mais comment? Elle m'a dit qu'on allait à la salle de l'infirmerie. On a maîtrisé, le sang était au sol, ça coulait jusqu'au sol. Je l'ai appelé, je l'ai amené aussi
dans un centre là-bas. On a pu stabiliser. Après, elle a continué à avoir mal. À ce moment, elle vient saigner. Elle saignait boule par boule, boule. Elle saigne pendant 10 jours. Ça ne s'arrête pas. Elle continue. Maman, viens m'aider. On tire une boule. L'enfant, une petite fille de 14 ans. Je dis, ouais, Seigneur, est-ce que j'ai des maladies comme ça? Moi, je suis King Lar Daniel, électricien de profession. Et généralement, je fais la moto. Ma fille, qu'elle est assise à côté de moi, je dois d'abord dire merci au Seigneur parce que un jour, elle se lève, ses mains et ses pieds ne parviennent plus à s'étendre comme les nous. Elle me dit qu'elle n'a plus de sensations. J'ai essayé de parcourir des petits centres du quartier parce qu'elle avait les démangeaisons, les saignements au niveau des oreilles, les saignements comme une femme saigne aussi abondamment, qui sortait des boules, ça pouvait aller jusqu'à 1 mois sans arrêt, voire même 2 mois. Les signes que présente la jeune fille vont s'intensifier, accompagnés d'autres complications. Immédiatement, ses parents vont se diriger vers les services de santé pour solliciter des soins. On parle au temps de la cité. On me dit que je vais voir le gynécologue, je vais voir le rhumatologue. On dit que tout ça pour 3 semaines, madame me dit que ma fille a mal au corps. Elle saigne boule. En ce moment, elle se démangeait. On peut voir le gynécologue, on peut voir le dermatologue. Elle continue pendant 1 heure de temps. Elle dit que mais madame, l'enfant, il y a plusieurs maladies comme ça. Je dis, je ne connais pas, docteur, je ne connais pas. On rentre avec l'enfant. Elle me dit que les oreilles sont noircies, ça démange. On peut l'amener encore à l'hôpital de Pomme, on a fait les soins. On rentre avec, on amène à côté de moi. L'enfant, elle commence à crier, oh maman, c'est quoi? Sans qu'on se mes oreilles. On portait encore l'enfant. On est parti voir l'ORL. Elle dit que l'enfant, s'il y a trop de maladies, je ne peux pas seul, je ne peux pas. L'enfant, s'il doit être suivi dans un plateau technique. Il dit, ça veut dire quoi, docteur? Il dit que moi, que je vous parle, je suis à l'hôpital général. Il faut que moi et mes collègues, on discute l'enfant, c'est ensemble parce qu'il faut qu'elle voie tel docteur, il faut qu'on l'amène là-bas. J'ai essayé de parcourir, trouver les gynécologues que je pouvais le faire. Bon, l'hôpital que j'étais beaucoup plus, qui me faisait une hôpital de référence pour moi, c'était l'hôpital de district de la Cité des Palmiers. Bon, quand je suis à l'hôpital de district de la Cité des Palmiers, je constate qu'il y a toujours des complications. Mais la complication est venue au niveau de l'oreille. Je me suis rendu par un renseignement d'une infirmière, Madame Dongo, de cet hôpital, de la Cité des Palmiers. Elle m'a conseillé d'aller vers un autre ORL, de rencontrer un ORL. Mais au quartier, on m'a aussi conseillé que l'hôpital des Sœurs est un peu meilleur. Je suis allé à l'hôpital des Sœurs, on m'a envoyé faire un examen. L'examen là n'était pas facile parce que le prélèvement seulement m'a été très difficile. C'est là où j'ai commencé un peu à réfléchir. Bon, malheureusement, pour nous, on l'a mis sur une injection là, que ça devait prendre 10 jours. 10 jours, ça n'a pas toujours donné. Je suis rentré voir le même médecin. Le même médecin m'a ordonné de rencontrer ORL. Et il fallait soit aller à l'hôpital à Quintini, à l'hôpital des Sœurs de Bonabéry, soit à l'hôpital général de Douala. Et ce jour, je ne savais pas où aller parce que l'enfant criait énormément. Et ce jour, j'ai pu rencontrer le docteur Meledi. Le docteur Meledi prend les documents de l'enfant, il prescrit les examens que je dois faire, mais il a soupçonné le lupus. Il m'a dit le lupus, je n'ai même pas compris le mot, je n'ai pas retenu ce que veut dire le lupus. Il m'a dit qu'il devait m'écrire pour me donner pour que je n'oublie pas. Mais malheureusement, quand on s'est séparés, je n'ai pas pu partir avec le mot. Donc j'étais dans le doute. Malgré les efforts de ses géniteurs, la petite Elvira ne recouvre pas la guérison. Elle vit la maladie dans son être. La maladie a commencé lorsque j'ai eu mon BPC. On fréquentait encore au lycée. Quand je fréquentais encore au lycée de PK21. Au lycée de PK21. Cela a débuté avec le rhumatisme. Je dormais, je me relevais, tout le corps me faisait mal. Je n'arrivais pas à me lever. La fatigue, toutes ces injections qu'on m'a prescrites m'ont donné des abcès aux fesses, m'ont donné des choses tellement sur le corps. Je pense que même fait 1 an, 3 mois, même si je me souviens très bien, sans chevelu sur la tête, parce que mes cheveux ne poussaient plus aussi. Il y a aussi même chute de chevelure, on peut dire. J'ai suivi plusieurs étapes de traitement, plusieurs médecins qui me suivaient.
Malgré tout cela, je ne sentais toujours rien dans mon corps. Terrassée par les symptômes d'une maladie multiforme, la petite Elvira ne pourra supporter tant de douleurs. Elle se verra donc obligée d'arrêter les études. Cela a aussi été favorisé par les moqueries et railleries de ses camarades qui l'ont abandonnée dans ce combat qu'elle menait face à la maladie. Je n'écrivais plus, je ne copiais plus les cours. Je passais mon temps à dormir. Je rentrais même tôt à l'école. Je rentrais très tôt à l'école. Et même pour venir à l'école, je venais toujours en retard. J'étais toujours en retard à l'école. Et aussi que les professeurs aussi me demandaient aussi pourquoi tout cela. Parce que je restais souvent à l'école comme ça. Les tâches, mes camarades de classe se moquaient de moi. Ils disaient qu'il y a quoi, qu'est-ce qui se passe avec ta maladie? Tu n'étais pas comme ça avant. Comment tout cela a pu t'arriver? Moi-même, je ne sais pas. C'est là, il y a un peu comme ça. C'est les examens qu'on m'a presque qui m'ont donné des abcès. Parce que je suis restée comme ça à l'école à un moment. Je me suis assise, on a cru que j'étais en train de saigner, pourtant je ne saignais pas. C'était les abcès qui étaient en train de sortir sur mes fesses. Le sang ne faisait que jaillir, ça ne faisait que jaillir, ça ne faisait que jaillir. C'est en classe que c'est arrivé, c'est en classe que les saignements commençaient à sortir comme ça, et la fatigue et tout, et bon sang. J'ai eu honte, je n'ai pas pu terminer le cours. Je suis allée me nettoyer en classe. Il y a un surveillant qui est sorti, il m'a donné quelques instruments que je puisse quand même me nettoyer. Quand il m'a donné ça, je suis directement rentrée. Je n'ai pas pu terminer le cours à ce moment-là. Et après cela, je ne suis plus allée. J'ai laissé le cours. Je ne suis plus jamais battue à l'école. Je ne suis jamais battue à l'école après cela. Quand la maladie a commencé, beaucoup de personnes m'ont lâché. Retour à l'antenne après, bien sûr, ces images d'un cas social déjà présenté dans ce programme. C'était la semaine dernière. Elle, c'est une petite fille qui souffre du lupus, une maladie qui affecte l'ensemble de ses organes et de son corps. Elle demande bien sûr de l'aide. Elle tend le bras à ces personnes généreuses qui pourront bien sûr lui donner espoir, lui donner du sourire, lui donner du bonheur, puisqu'elle ne demande qu'à vivre. Alors, je reçois, comme il est de tradition dans cette émission, notre soleil de minuit, celle qui nous apporte de l'espoir, du sourire et de bonnes nouvelles. Elle, c'est Madame Irène Tembe. Bonsoir Irène et bienvenue. Bonsoir mon astre de minuit, bonsoir à tous les téléspectateurs de Regard Social et joyeux Noël par anticipation, même à ceux qui sont couchés dans des lits des hôpitaux, même à ceux qui actuellement sont dans des veillées, sont en train de pleurer. Sachez que le meilleur reste à venir, soyez positifs et bonsoir encore. Le meilleur est à venir puisque chaque jour est une vie et chaque vie est un nouvel espoir donné à la vie. Et quand Irène est là, on parle des chiffres, Irène. Tout à fait. Quand je suis là, on parle du FMI. Nous avons perçu des contributions pour le cas de Mireille Blanche. Tout à l'heure, vous avez été nombreux à... Je peux dire nombreux à réagir aux cris, aux pleurs, aux larmes. Moi-même, je n'ai pas été insensible à tout ce que Mirabel a traversé. Ça donne vraiment de la chair de poule. Et vous êtes encore nombreux à réagir actuellement via les numéros de téléphone qui s'affichent au bas de notre petit écran. Et les différentes contributions que nous avons perçues pendant ces 2 heures de temps sont les suivantes. Bienfaitrice de l'Orbessou, 10 000 francs. Sobzé Chancel Kodian, 1 000 francs. Goumela Ignace, 500 francs. Chrétienne KRM, 10 000 francs. Kalude Difak, 10 000 francs. Gildas Kevin Lekene Fouedjo, 1500. Gaël Dani Meteke Johnny, 1500. Chamberlain Hortense Nana Diwa, 2000. Swap Toge, 1000 francs. Emmanuel Wafo, 1000 francs. Gilbert Romeo Feudio Yezem, 3000. Liville Love Fomenkong, 500 francs. Kelvin Kika, 5 000 francs. Yebga de Matop, 1000 francs. Maman Mayrama Aïbe, 1000 francs. Chaba Bakop Christelle, 5 000. André Douglas Chemagou Poideux, 5 000. Monsieur Chofo Olivier, 10 000. Zangzoué Fotso, 5 000 francs. Dolvin de Yaoundé, 1000 francs. Elvike Tamjo, 2500. Bertrand Angoun, 1000 francs. Famille Bipa, 1000 francs. Desmond Chui Odjon, 3000. Église Bethel Church, 3000. Tende Bertrand, 1500. Kamaha Fomlimbe, 5000 francs. Famille Kamotowa à Yaoundé, 1500. Daniel, 1100 francs. Mekonchou Cédric, premier entrée Petit Paris de Bonandale, 500 francs.
Tokam de Fossé Joséphirin, 1000 francs. Mutuel Balako de Bonamou Sadi, 1000 francs. Marie Nkong Fotindon, épouse Beth, 5000 francs. Flore Finolu Kouché, épouse Yakam, 5000 francs. Yolande Karine Biadi, épouse Kamse, 2000 francs. Désiré Pascaline Diogo, 2000 francs. Thérèse Boye, 3000 francs. Marguerite Nadejonko et Toga, 1000 francs. Cyril Penka, 5000. Virginie Brice Bomda Chepomo, 2000 francs. David Toukov Wiba, 2000 francs. Hélène Mafo, épouse Fogue, 500 francs. Bertin Kamden Bonye, 10 000 francs. Mireille Newat Nangwe, 1000 francs. Gladys Leati Xia Djalengocho, 500 francs. Yemou Kepso, 1000 francs. Belinda Seuzem, 2000 francs. Jean-Marie de Nawe Omenge, 3000 francs. Aïssatou Gazetiawam, 2000 francs. Kemjo, 5000. Lidwin Dorcas Chepi Kamanga, 2000. Yvan Thibault Kamara, 5000. Béatrice Joséphine Monga, 1000 francs. Giovanni Destada Tanefo, 2000. Rodrigue Kenye, 1000 francs. Henri Blaise Nouo, 1000 francs. Siwou Tita Ibrahim, 2000. Nadège Djodjib, épouse Mundo, 5000. Innocent Fotso, 2400. Barbara Assougena, 5000 francs. Dieu ne dort Douala Naoussé, 5000 francs. Alphonse Taken, 5000 francs. Blaise Kiari, 1500. Martin Blaise Fotso Zouchom, 1000 francs. Une âme sensible, 3000. Famille Kamanga Amabanda, 2000. Papa Fomou David Adouala, 2000. Le cordeau de Manjo, 1000 francs. Ngako Fomou Emeline, 1000 francs. Papa Chanko Augustin Amanjo, 1000 francs. Wilfried John Koukenye, 500. Paulette Njonwu, 1000 francs. Sophie Makungu, 1100 francs. Henri Quinty Kuda, 2000. Peggy Linda Yimka, 500. Brigitte Gladys Bella, 1000 francs. Mafo Yede Pobem, 2000. Thomas Tinda Abondo, 2000. Henri Joël Ndouadi Yonta, 2000. Berthe Ngansop, 2000. Freddy Junior Tchadi Bouka, 5000 francs. Roméo Brice Lontin Dimeli, 4000 francs. Georgette Tadjese Gouagne, épouse Chobni, 5000 francs. Tatiane Maïga Yuchetoumi, 1000 francs. Gaston Koucha, 5000 francs. Nous avons, pour le compte de Mirabelle Blanche, un montant de 232 100 francs CFA. 232 100 francs CFA, ce sont bien sûr les contributions jusqu'à ce moment. N'hésitez surtout pas de réagir si vous vous sentez touché dans l'âme, si vous intégrez la douleur que vit le couple, pas que Mirabelle, mais le couple, si vous comprenez à quel niveau ces gens se trouvent, par où ils passent, vraiment vivement, je vous invite à réagir, à manifester une bonne intention en leur endroit, en faveur de Mirabelle Blanche pour qu'elle puisse retrouver sa santé naturellement. On va parler de toute autre chose, cette fois-ci Irène Blanche, Irène Tembe. C'est la même chose. Irène, on y va, on parle de... En tout cas, j'accepte. Bon. J'accepte tout. Parce que tu sais, tu es le soleil, tu es la blanche. Non, je ne suis pas différente de Mirabelle Blanche sur ce plateau. Alors, Irène Tembe. On a également les contributions de la petite qui est atteinte du lupus. Et les différentes contributions que nous avons perçues de la petite Elvira sont les suivantes. Christophe Francis Tchafak, 2500. Rosine Nounenieta Kam, 2000 francs. Guillaume Kamkoume Yumbi, 3500. Chancelin Fongan, 1000 francs. Tachoum Eli de Balmayo, 1500. Famille Janine Flor Massin de Yaoundé, 1500. Jean-Léopold Dagungwe Senyum, 500 francs. Denise Kenfa Kemwe, 1200. Donatrice, 1000 francs. Mariette Gaëlle Manifokwe pour 5000. Clétus Gombabe, 1000 francs. Lakatus Manjou, 2000. Swap Toge, 2000. Orlus Fomene Meli, 2000. Pascaline du Canada, 20 000. Bienfaiteur du Gabon, 2 000. Famille Mamadou Moundé de Bafoussam, 1000 francs. Francis Nankem, 2 000. Françoise Djouka, 1000 francs. Esther Tchegui, épouse Tamekon, 1000 francs. Marthe Pet Gachale, 1000 francs. Gilbert Chofa, 1000 francs. Daniel Karine Méronier, 1000 francs. Marie-Paul Guélé, épouse Matouké, 5 000. Diane Lenchou Sevenou, 2 000. Irène Florence Nunga, 1000 francs. Blandine Katefocha,
2000. Jusqu'à Olivier Yemele, 5000. Alvino Gamye Kadji, 1000 francs. Crotance Kemye Fauche, 800. Judith Bele, 2000. Sali Baba, 1000 francs. Gamye Kadji Alvin, 1000 francs. Maman Lassie Louise, 10 000. Chevalier Nyakam, 4000. Une bienfaitrice de Bonabéry, 1600. Dormont Martine depuis Lolodov, 3000 francs. Une famille chrétienne, 3500. Une bienfaitrice d'Odja. Permettez. Une bienfaitrice d'Odia, 5 000 francs. Il y a plus de joie et de bonheur à donner qu'à recevoir, 4 000 francs. Groupe caritatif Les 13e apôtres de Jésus, 25 000 francs. Une maman et sa progéniture, 4 000 francs. Pascal Kouacho, 5 000 francs. Une bienfaitrice de Tchan, 5 000 francs. Une bienfaitrice de Malabo, 5 000 francs. La famille Mélie de Boya, 10 000 francs. Amical Collège du Levant, par le biais de Ndjenkwe Fabrice, 25 000 francs. Bienfaitrice de l'Orbessou, 10 000 francs. CT, 5 000 francs. Marie-Noël de Tchan, 2 000 francs. Famille Ngolon, 10 000 francs. Kenye Fone, 550. Mademoiselle Baroum Bekin, 2500. Daniel Terrence, 400 francs. Tchepi Mania 2, 3 000 francs. Tchenche, 1500. Tchatue, 1000 francs. Massinkou, 1500. Nana, 5 000. Santé et sport, 1000 francs. Moubé Mathieu, 1000 francs. Peter de Chine, 500. Aliou de Bertois, 20 000 francs. Nami Claude Marcel, 2500. Famille Niani, 1000 francs. Tala Wilson Tafile, 1000 francs. Laure Emine Fotso, 1000 francs. Sylvie Angèle Ngonkep, 5000. Florence Nadine Magia Kamdem, 2000. Virginie Agnès Dunsop Yopa Bakop, 10 000 francs. Pepems à Yaoundé, 1000 francs. Bienfaiteur, 500. Valérie Clarisse Kuiten Hassi, 2000. Famille Happy depuis le Gabon, 5000. Kaluden Gifak, 10 000. Gladys Namo Sonfak, épouse d'Emafo, 3000 francs. Raphaël Essoa Ewane, 1000 francs. Un chrétien, 5000. Maman Aboubakar, 1000 francs. Félicité Nanka Alenou, 500. Emine depuis Batoufam, 500. Yolande depuis Tchan, 1000 francs. Marianne Claudine Assessiewe, 1000 francs. Basile Tinda, 1000 francs. Banabas, 1000 francs. Blondel Tayemdi, 2500. Daniel Terence Dukwatagne, 400. Dylan Tinda Kamgem, 2500. Olivier Kuwal Yoba, 10 000 francs. Marie-Louise Nonga, épouse Kwele, 1000 francs. Amel Patrice Penga, 600. Nestor Fonga, 2000. Lotrine Kange, 1500. Chambeline Hortense Nana Diwa, 2000. Famille Fonga Nestor, 2000. Agnès Toumandion Azier, 1000 francs. Kelvin Kika, 5000. Chia et Nanfonsa, 2000. Bano Sae Odette, 1500. Micheline Madjouko, épouse Tinda, 600. Zéphirin Rosil Tinda Ndjou, 1000 francs. Degarante Chabda Wanji, épouse Ngami, 2000. Joseph Takonio, 1000 francs. Mutuel Balako de Bonamoussadi, 1000 francs. Chrétienne KREM, 10 000 francs. Maman Jackie des États-Unis, 5 000 francs. Maman Jeannette, 500. Goumela Ignace, 500. Mekonchou Cédric, première entrée Petit Paris de Bonandale, 500. L'homme Nungwa, 500. Noumeden Foté, 2000. Nadège Tchafak, 2500. Guy Tabougia, 500. Jean Junior Djoufo, 1500. Esther Dateou Kwake, 1500. 1000 francs, pardon. Famille Gepi Simbok, 1000 francs. Henriette Diallo, épouse Femu, 1000 francs. Simon Tchafak, 1500. Tchachou, 1000 francs. Raymond Foba, 5000. Juliette Chino Nombo, 2000. Jules Nico Chinche Temdjem, 500. Tegomo Gimeya, 1500. Ngamio Fotso, 1000 francs. Nicole Obitongigne, épouse Bemenoune, 2000 francs. Mathieu Kamgam Kemenye, 5000 francs. Joseph Jordan Saha Tassonwa, 1000 francs. Victorine Kenfaktuegum, 1000 francs. Paul Fokou Wandi, 1000 francs. Émilie Kameni-Tchale, 1000 francs. Boris Chefort Abongwa, 1000 francs. Peter Chakamani Kweta, 500. Edith Fleur Kamungem, 1000 francs. Edith Solange Longcam, 2500. Nous avons pour le compte de la petite Elvira un montant de 387 550 francs CFA. Il est à noter,
Oui, 387 550 francs CFA. Il est à noter que grâce déjà à vos fonds, la petite Elvira a commencé sa chimiothérapie. Oui, elle a entamé sa chimiothérapie, je crois, mardi. Et nous avons déjà dépensé un montant de 50 000 francs CFA sur les 387 550 francs CFA. Donc, actuellement, nous avons en caisse un montant de 337 550 francs CFA. Et chaque semaine, elle doit faire une chimiothérapie. Donc, vous convenez avec moi, chers téléspectateurs, qu'il est temps de continuer de mettre la machine de cette solidarité en marche via les numéros de téléphone qui s'affichent au bas de votre petit écran, à savoir le 690 50 50 94 ou le 675 35 25 16. Et bien vouloir préciser par message votre nom, le cas social pour lequel vous contribuez ainsi que le montant. C'est très simple. Vous avez la possibilité de dispatcher vos dons. Vous pouvez envoyer 1000 francs, vous dispatchez 500 francs pour le cas de Mirabelle Blanche et 500 francs pour le cas d'Elvira, car nul n'a le droit d'être heureux tout seul. Nul n'a le droit d'être heureux tout seul. Vous aussi, vous pouvez partager un peu de bonheur, envoyer un peu de lumière quelque part. Et ça, vivement, je vous invite à le faire. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Alors, avant de partir, un dernier tour peut-être avec ces personnes qui nous ont rendu visite. Mais avant d'arriver à vous, j'aimerais qu'on revienne un peu sur les critères. Comment est-ce qu'on fait pour voir un cas passer? Comment est-ce qu'on fait pour être casté, pour passer sur les antennes? Comment ça se passe, Irène? Oui, je m'évertue toujours à le dire. Le dépôt des dossiers est gratuit. On ne vous demande même pas un 5 francs. C'est gratuit. Il vous suffit tout simplement de faire de prendre une carte photo qui vous montre de manière indigente, ainsi que la photocopie de votre dossier médical. Vous vous rapprochez tout simplement de la maison Equinox, 6 au Carrefour Mobile Bonacois. Vous demandez tout simplement Equinox Télévision. Vous arrivez à Equinox Télévision, vous demandez le service Regard Social. On vous dirigera tout simplement vers mes bureaux et vous déposez votre dossier et vous patientez. Quand vous déposez, ne prenez pas la peine d'appeler, chers téléspectateurs, parce que nous avons déjà vos coordonnées. Nous viendrons à vous. Soyez tout simplement patients. Comme je le dis, nous n'avons que 4 émissions en un seul mois. Et nous ne pouvons pas, nous avons plus de 5000 dossiers. Donc, soyez tout simplement patients. Nous traitons au cas au cas. Si nous avons traité cette semaine, par exemple, les blessures inguérissables, on ne peut pas remettre à l'antenne la semaine qui suit le cas des blessures inguérissables. Il faudrait penser d'abord à soigner le cas qui est déjà sur ce plateau pour que nous puissions encore prendre un cas de blessure inguérissable. Donc, soyez patients quand vous déposez vos dossiers. Je vous en prie. Soyez très, très patients. Donc, soyez patients. Nous sommes sollicités par presque tout le Cameroun qui envoie les dossiers par ici. Vous êtes très nombreux. Et même de la diaspora, hein, il faut préciser, même de la diaspora. La preuve, nous avons le cas de Mirabelle, de Blanche Mirabelle, qui sort de la Guinée équatoriale. Par exemple. Voilà, oui. Par exemple. Donc, ça veut dire que vous avez la possibilité. Prenez vraiment votre mal en patience, on viendra vers vous. Et puis, le dépôt de dossier ne nécessite pas un 5 francs. Vous ne déposerez, vous ne devez pas débourser un 5 francs. Vous venez tout simplement, comme l'a dit Irène, du côté de la télévision Equinox. Immanquablement, vous tomberez sur elle. Et puis, votre dossier sera pris en compte. On viendra vers vous. Rassurez-vous. Alors, très rapidement, Bernard dit un petit mot peut-être très rapidement avant qu'on puisse clore cette émission. Peut-être autre chose très rapidement. Vraiment, ce que je viens d'écouter, vraiment, ça me fait vraiment plaisir. Parce que vraiment, quand c'était commencé, si je savais que vraiment, ici, là, c'est comme ça que ça passait, vraiment, tout le tracasserie que j'ai passé dedans durant toute cette année, vraiment, on pouvait vraiment venir en aide. Mais je ne savais pas. En dernière minute, que je suis déjà bagarré jusqu'à fatigué, c'est là où Dieu m'a montré ce chemin qu'il faut que je vienne ici, là. Je remercie tout le monde. Je remercie tout le monde entier. Je sois toujours reconnaissant avec ce qu'on a fait vraiment pour moi. Je remercie beaucoup. Parce que tout ce que je souhaite, c'est qu'il gagne sa santé. S'il a gagné sa santé, parce que la santé, ça ne s'achète pas, c'est Dieu qui donne la santé. Alors, Maître Louis Bernard Tchege, merci certainement. Joyeux Noël par anticipation. Et c'est la dernière émission de l'année qu'on fait aujourd'hui. Peut-être autre chose à dire? Non, c'est pour dire merci à Soleil de Minuit. Qu'elle continue dans cette lancée. Parce que c'est vraiment la lueur de lumière qui arrive à la fin d'une émission aussi triste. Vraiment qu'elle continue et vraiment qu'elle soit trop objective dans la sélection des cas.
puisque le cas est pathétique, puisque les cœurs sont touchés. Si ce n'est que le nombre de cas, les millions de cas, on peut en avoir. Vraiment, que l'équipe de regard social puisse être portée en cœur par le Seigneur pendant ces fêtes de fin d'année et qu'il redouble d'énergie pour la nouvelle année 2022. C'est sur ces mots que je souhaite une fois de plus meilleurs vœux à toute l'équipe Equinox et Regard Social. D'accord. Merci surtout à ceux qui comprennent que lorsqu'on suit un cas, il faut le suivre de bout en bout. On a pour habitude de le dire. Lorsqu'on commence à se manifester en faveur d'un cas, vivement la victoire qu'on gagnerait, ce serait que la personne se rétablisse, que la personne recouvre sa santé. Donc n'abandonnez pas le combat que vous avez commencé. Allons-y jusqu'au bout et puis ce sera notre victoire. Irène Tembe. Joyeux Noël et bonne année 2022. Beaucoup de santé et prospérité. Merci. Mirabel Blanche. Toi qui étais sur notre plateau, quelque chose? Bon, ok. Je veux remercier tous les gens qui ont contribué pour moi. J'ai dit tout, si Dieu peut continuer à toucher le cœur des gens pour qu'ils puissent continuer à m'aider pour ma situation, vraiment, je les remercie beaucoup. Et je remercie aussi Regard Social, vraiment, pour ce qu'ils sont en train de faire pour moi. Je les remercie beaucoup. Je les souhaite joyeux Noël et bonne année. Nous espérons que vous avez été avec nous de bout en bout pendant cette émission. Vous nous avez prêté votre attention, surtout vous avez donné de l'énergie, des efforts de votre travail pour que des personnes aussi puissent avoir un petit sourire. Et ça nous fait énormément plaisir. On va se dire certainement à l'année prochaine, puisque l'émission ira en congé. On vous reviendra juste après la Coupe d'Afrique des Nations. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne soirée. Je vais dire merci à Warren The2 qui était à la réalisation de cette émission. Merci à Cédric Chouna qui est à la prise de son. Merci à Eric Watat derrière les caméras, à Jeff. Merci à notre ami Dallas Chana. Merci à la diffusion, à Gabriel, Gabriel qui est à la diffusion, je crois, c'est ça. Merci à ce public qui nous accompagne chaque soir, à chacune des occasions, à chacun des rendez-vous. Je profite pour souhaiter un happy birthday à ma mère, à moi, Benga Briand Madeleine. Happy birthday à toi. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée et que le Seigneur soit avec vous.